Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 255e épisode le 14 décembre 2021. Unreal a présenté une démonstration époustouflante de l'Unreal Engine 5, le moteur de rendu graphique pour les nouvelles plateformes de jeux vidéo. Et puis, on est clairement sur le cul. Le rendu de cette démo, qui s'appuie sur l'univers de Matrix, est bluffante, enthousiasmante, excitante. Que dire de plus ? On en parlera dans la rubrique jeux vidéo. Mais avant, nous aurons quelques sujets un peu plus sérieux, notamment Facebook qui est attaqué pour, tenez-vous bien, 150 milliards d'amendes potentiellement au sujet du génocide des Rohingyas, groupe ethnique majoritairement musulman originaire de Birmanie. Twitter a racheté Quill, peut-être je le prononce pas bien, je dirais Quill, un chouette service pour améliorer les messages privés. On a du nouveau sur la possible extradition de Julian Assange. Et puis dans quelques minutes, on vous relaie quelques infos à chaud. Il y a la faille Log4Shell, une des pires qu'on ait connues récemment, qui est activement exploitée. Et puis on a aussi dans l'actu récente Craig Wright, celui qui se présente comme étant le créateur du Bitcoin. Mais tout le monde a évidemment beaucoup de doutes sur le fait que ce soit lui, qui a fait l'objet d'un arbitrage en justice aux États-Unis. On va parler de tout ça tous ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et pour être sûr de passer encore une fois un des meilleurs moments possibles, je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que est à Netflix, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Voilà, c'est ça, c'est court mais bon. Exactement. Enfin, je suis pas si court que ça en fait. C'est vrai que... Oui, mais vous interprétez ça comme vous voulez d'ailleurs, je me rends compte de... À l'audio, c'est très reconnaissable, c'est ça qui est important. Et puis, c'est toujours un cadeau appréciable qu'il nous fait en répondant présent à l'invitation que je lui adresse de temps en temps. Journaliste et rédacteur en chef de Frandroid, on peut le dire, je crois, c'est le meilleur site d'actu tech français. C'est Manu Castojon. Salut Manu, merci de te joindre à nous pour cet épisode. Salut Guillaume, et salut Guillaume aussi, et merci surtout pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir de venir ici. Eh ben écoute, plaisir partagé, on sent toujours là aussi ton enthousiasme dans la voix, et puis forcément de par ton métier tu suis un petit peu tous ces sujets tech, donc c'est bien qu'on t'ait avec nous. On a un avis qui a été déposé sur Apple Podcast, alors tenez-vous bien, c'est encore un sujet qui revient sur le devant de la scène, The Player Joker, qui dit peu de connaissances sur les produits Apple et d'autres, souvent contre-vérité. Mais il a mis 4 étoiles, rassurez-vous. L'informatique doit être compliquée et ne pas simplifier la vie. Merci pour ce fou rire du 23 novembre. Effectivement, il y avait un petit complément à la fin de l'épisode. Faut les écouter jusqu'au bout, vous le saurez maintenant. Mais reste intéressant. Alors il reste critique. Je pense qu'on n'a vraiment pas bonne presse auprès des fans d'Apple. N'hésitez pas, si vous avez des critiques en ce sens, à nous les étoffer, à nous dire là où on fait des erreurs. Vous pouvez le faire en commentaire sur techcafé.fr, dans les avis sur les apps de podcast. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit peu plus d'éléments pour rebondir. Et en tout cas, si l'émission vous plaît, vous divertit et vous informe, vous le savez, vous pouvez retirer la pub et vous abonner à Tech Café dans sa version privée en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Vous garantissez ainsi la diffusion d'un épisode de podcast toutes les semaines, au moins, voire 2 avec le supplément du week-end maintenant. C'est la meilleure expérience pour profiter de votre émission favorite. Toutes les infos sont donc sur patreon.com/techcafé. Il reste plus que quelques jours pour contribuer à atteindre le palier des 250 abonnés sur Patreon. On compte sur vous. C'est garanti en plus sans aucun NFT. Et même très concrètement, je vous rappelle que je me suis engagé à verser 30 € à l'association de votre choix pour tout abonnement à Tech Café sur Patreon avant le 31/12. Alors, je compte sur vous. Sans autre forme de procès, nos news de cette semaine vont donc commencer par Log4Shell, qui est une des pires failles de ces dernières années sur les serveurs principalement. Il y a plusieurs machines qui exploitent Log4Shell. À la base, il s'agit derrière d'une partie applicative qui permet de gérer les logs, Guillaume. Ben ouais, c'est la panique. C'est une des librairies de journalisation les plus utilisées au monde, qui a une grosse vulnérabilité. Ça met en danger des milliers de serveurs un peu partout. Ça va de Steam à Minecraft, en passant par iCloud, Amazon, Twitter, Tesla, Tencent, VMware, évidemment un nombre incalculable d'autres qui sont beaucoup moins connus, et donc c'est vrai que cette librairie, elle s'appelle Log4j, comme Logging for Java, en fait, Log4j. Et bon, elle fait partie du projet Apache, et elle est utilisée pour tenir des journaux, c'est-à-dire des logs, comme on les appelle, de ce qui se passe sur un serveur, parce que
Tous les serveurs du monde entier, en fait, ils tiennent un petit journal intime, voilà, de leur petite vie, de leur petit malheur. Ils y notent absolument tout ce qui se passe, et souvent, comme dans beaucoup de journaux intimes, c'est pas super intéressant, mais bon, parfois, il y a quand même des problèmes compliqués qui arrivent, des trucs qui se passent, et que les papas des serveurs s'attachent à résoudre les problèmes le mieux possible. Et donc ces logs se font dans un fichier, mais aussi très souvent dans une console. Un terminal, si tu veux. Les serveurs Minecraft, par exemple, ont une console qui permet d'interagir avec le serveur sans se loguer dans le jeu. Donc on y trouve par exemple les tentatives de connexion, par exemple, les soucis qu'il peut y avoir, ou même si quelqu'un a envoyé un petit mot au serveur, comme ça, en passant. Et justement, il se trouve que pour les versions de Log4j entre 2.0 et 2.14.1, si quelqu'un envoie au serveur une chaîne particulière, qui est en fait une commande, cette commande l'exécute. Et c'est une commande qui est assez simple, finalement. En plus, c'est assez simple à faire. Ça demande la connexion à une adresse web, par exemple, je sais pas moi, macfly.com/adresse, par exemple. Ce site va renvoyer à l'adresse de notre site, carlito.com, qui va lui contenir une classe Java déjà compilée. Donc ça va être là, carlito.com/tfoutu.class, imaginons. Et là, la classe tfoutu, elle va être téléchargée par le serveur et injectée dedans. Et elle va par exemple offrir un shell avec les privilèges du serveur sur l'ordinateur cible, soit des privilèges qui sont souvent élevés, voire maximaux. Et donc la facilité de mise en œuvre doublée de l'utilisation qui est hyper commune, c'est hyper répandu à Log4j, ça fait de cette vulnérabilité, qui est donc baptisée Log4Shell, une des pires de ces dernières années. Log4Shell, c'est un surnom, évidemment, c'est un CVE imbitable, mais bon. Donc voilà, elle a été révélée le 9 décembre et dans les heures qui suivaient, il y a des petits malins qui scannaient à peu près tout Internet pour trouver des serveurs vulnérables. Il semble d'ailleurs que cette faille était finalement déjà exploitée dès le 1er décembre. Parce que Cloudflare estime que même ça fait des semaines qu'il y a des gens qui scannent des trucs. Et d'ailleurs, il y a Chronos Private Group, qui est une des plus grosses compagnies de gestion de ressources humaines, qui est tombée par un ransomware. Alors, c'est pas la seule, Sophos et Microsoft ont opéré des dizaines de serveurs, transformés en mineurs de crypto, des installations aussi de suites d'espionnage pour récupérer des données, des mots de passe. Alors, attention, Checkpoint Security estime qu'il y a eu des tentatives sur 40% des réseaux d'entreprises du monde, soit 42% en Europe et même 46% en Asie. Donc voilà, il faut mettre à jour, là, évidemment. C'est pas évident parce que pour les devs, Log4j a été mis à jour, ça y est, en 2.15 depuis le 10 décembre. Alors, certains JDK sont immunisés, donc c'est les versions, dans le détail, c'est la version qui sont supérieures à 6U211, 7U201, 8U191 et 11.0.1. C'est précis, vous aurez toutes les infos. C'est très précis. Et en fait, il faut qu'ils inactivent une fonction de JNDI. Ils puissent pas charger du code distant. Alors, les serveurs eux-mêmes doivent être mis à jour, d'ailleurs, et donc il faut les patcher, etc. Donc, il y a des mesures temporaires qui peuvent être prises au cas par cas. Mais pour l'instant, c'est encore un peu la panique, surtout que des mutations, des variantes ont déjà été détectées, parce que les pirates commencent à modifier la forme des requêtes pour contourner les mesures qui cherchent à bloquer la chaîne, puisqu'on connaît la chaîne qu'il faut envoyer. Donc voilà, l'histoire n'est pas finie, quoi. Ça, elle est massive de par le fait qu'il y a énormément de cas où on peut la constater. En gros, il y a beaucoup d'utilisation de de cette bibliothèque, et donc il y a beaucoup d'endroits où il faut faire la mise à jour. Ça révèle un petit peu d'ailleurs les enjeux. C'est l'article de Numérama qui l'explique bien, qu'on a mis dans les notes de l'émission, qui souligne un petit peu l'importance que peut avoir le développement aujourd'hui. C'est un développement qui est fait en open source par des bénévoles, j'ai l'impression, quelque part peut-être même de manière un petit peu artisanale. Et c'est quelque chose d'hyper central dans le fonctionnement du web. Ça pose question un petit peu, je trouve, Manu, le fait que quelque chose qui soit développé de manière un petit peu individuelle, artisanale, je sais pas trop comment le qualifier, mais en tout cas on est loin de grosses entreprises, soit autant utilisé. Il n'y a pas un problème plus profond qui est soulevé par cette faille, Manu ? Est-ce que le problème, c'est que ce soit utilisé par des grandes entreprises alors que c'est 3 personnes qui le développent, ou est-ce que c'est justement le fait que les entreprises, alors que c'est un projet open source, aient pas justement aperçu ça avant et pas des équipes dédiées à ce petit module, alors que c'est utilisé partout. Ouais, implémentation laxiste, c'est ça que tu veux dire? Enfin, laxiste, c'est non, facile de c'est pas l'implémentation est laxiste, attention, c'est des bénévoles qui font ça sur leur temps libre, c'est inadmissible de gueuler sur les auteurs de Log4j. Non, mais c'est pas sur les auteurs qu'on gueule, mais justement sur les entreprises qui intègrent ce petit module, sans prendre la peine, en fait, de déployer des personnes qui seraient capables de participer au projet open source, parce que derrière, ils veulent pas participer au projet open source pour les concurrents qui vont pouvoir le déployer de leur côté également.
je tire le sujet jusqu'au bout. Est-ce que si c'était le cas pour tout ce qui est utilisé dans l'industrie informatique et web, ce serait jouable? Parce que là, on prend ce cas-là spécifiquement, mais j'imagine que des bibliothèques de ce type-là, il y en a, j'en sais rien, des dizaines, des centaines. Je connais pas suffisamment le sujet, mais j'imagine qu'il y en a des tonnes. Potentiellement, ça peut être compliqué. C'est le fonctionnement de fond, j'ai l'impression, qui est à surveiller, quoi. Ça me paraît compliqué de l'appliquer partout. Non, mais en fait, si tu veux, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que donc c'est des bénévoles sur leur temps libre qui font ça. Donc le code est en libre accès et utilisé gratuitement par tous, y compris par les boîtes les plus riches du monde. Et effectivement, il y a des centaines, voire des milliers de librairies comme ça qui sont utilisées J'avais pas pour d'idée de fabriquer combien il y en avait. pour fabriquer les piles logicielles des boîtes comme Apple, par exemple, qui approchent les 3000 milliards de dollars en bourse, ou Amazon, 1,7 milliard, et qui utilisent ces codes pour des millions d'utilisateurs sans même les passer en vue, c'est vrai, pour y débusquer les plus gros bugs, parce que c'est quand même un gros bug. Or, ça, c'est leur responsabilité, c'est pas celle des auteurs de Log4j, c'est la responsabilité des gens qui l'utilisent. Parce que les mecs qui font Log4j, c'est des humains, ils peuvent faire des erreurs comme tout le monde. Ils sont pas payés, ils ont fait ça sur le temps qu'ils ont. Et en plus, il faut voir que la vulnérabilité en question, là, elle utilise JNDI et LDAP, donc c'est Java Naming Directory Interface et Lightweight Directory Access Protocol. Bon, globalement, c'est utilisé dans Java Enterprise Edition. C'est pour les entreprises, et c'est la possibilité de mettre des URL dans JNDI, donc qui permet en fait d'aller chercher via une URL du code distant et de le charger pour l'injecter dans l'application. Ça, c'est une fonction qui est moins connue et qui est laissée dans le code par souci de rétrocompatibilité, d'après Gabriel Gonzalez, qui est une dev Java. Et donc, ce genre de rétrocompatibilité, c'est les grosses boîtes, avec des bases de code monstres de toutes les époques. Elles adorent ça, la rétrocompatibilité. Donc, la possibilité laissée dans Log4j qui a abouti au bordel actuel, elle est là, en fait, pour faire plaisir aux grosses boîtes, principalement, qui, en retour, ne donnent presque rien. En fait, c'est même pas qu'elles mettent pas la main à la poche, qu'elles le payent pas. C'est surtout que bien souvent, les grosses boîtes, elles ignorent juste l'existence des équipes open source. Les bibliothèques sont considérées comme acquises, externes, se sentent pas concernées, quoi. Et c'est comme ça qu'on a des piles logicielles multimilliardaires, bâties sur du code libre, sous-dotés, qui parfois couillent, effectivement. Mais en fait, il faut pas juste, effectivement, que les boîtes versent du fric, parce que verser du fric, c'est bien, mais en gros, tu déverses du pognon sur les petites équipes. Faut organiser tout ça, quoi. Tu vois, faut des moyens financiers, humains. Faut que les boîtes, elles payent des gens pour auditer les codes et faire profiter tout le monde s'ils trouvent des merdes dedans, quoi. S'ils corrigent des trucs. Bon, à la fin, c'est un gros, vaste programme. Ouais, la mise à disposition de moyens, en tout cas, et une plus grosse prise de conscience de la manière dont sont utilisés le code qui est récupéré. Peut-être que ça va servir, on peut le penser, peut-être d'enseignement, et puis peut-être que plein de boîtes vont un petit peu mieux surveiller ce qu'elles utilisent, on le verra. T'es bien optimiste. On va parler... Oui, voilà, c'est ça, c'est la vision optimiste et enthousiaste de ce sujet. Et puis peut-être que le point négatif, ce serait au contraire de dire que c'est la face immergée de l'iceberg et que émergée de l'iceberg et qu'on aura plein d'autres cas similaires dans les mois et les années à venir. On verra. En attendant, on va reparler un petit peu du Bitcoin, spécifiquement de la crypto-monnaie, parce que vous le savez, on avait déjà parlé des différents profils qui se cacheraient derrière Satoshi Nakamoto, l'auteur du Bitcoin, son inventeur entre guillemets, tel qu'il l'aurait donc écrit le livre qui décrit le fonctionnement de Bitcoin et tel qu'il l'aurait développé. Et parmi donc les prétendants, il y a un monsieur qui s'appelle Craig Wright qui, sur plein d'aspects de son CV et de ses compétences, pourrait tout à fait être cette personne, mais pour plein de raisons, déjà n'a jamais pu prouver que c'était vraiment Satoshi Nakamoto. Il n'a pas donné les clés PGP qui pourraient l'authentifier, donc les clés qui permettraient vraiment de montrer que de manière irréfutable c'est lui. Et puis surtout il avait fait quelques démonstrations qui étaient un petit peu fumeuses et qui ne convainquaient finalement que des journalistes qui n'étaient pas très aguerris à la chose technologique. Donc en tout cas, on ne sait pas si c'est lui. Mais il s'est vu affronter dans le domaine juridique aux États-Unis une autre personne avec qui avaient été minés les premiers bitcoins. Et il a été poursuivi parce que l'autre personne en face aurait voulu, c'est Dave Clayman, qui aurait voulu forcément récupérer la moitié du montant qui a été miné dès le début. Alors la justice a débouté cette demande. Craig Wright est quand même condamné à acquitter une amende de, tenez-vous bien,
Bon, c'est moins que sa fortune théorique, mais 100 millions de dollars pour viol de propriété intellectuelle, parce qu'a priori, il aurait dû donner à monsieur à Clayman une part de ce qu'il a contribué à créer, forcément. Bon, on n'en sait pas plus, c'est toujours un petit peu fumeux, un petit peu sulfureux. En fait, il y a pas, je pense, beaucoup d'autres choses à en dire, mais vous me direz si vous avez des éléments complémentaires à rajouter, Guillaume ou Manu. En tout cas, je voulais en profiter pour vous recommander un documentaire qui a été diffusé par Arte il y a de ça quelques jours ou semaines, je sais plus exactement quand il est sorti, moi je l'ai vu il y a pas longtemps, qui s'appelle Le Mystère Satoshi, enquête sur l'inventeur du Bitcoin, qui est assez intéressante, parce que pour deux raisons. D'une part, sur le fond, c'est très intéressant de retracer de manière hyper accessible la création du Bitcoin, et puis surtout, c'est juste hyper bien réalisé. Je sais pas si Manu, tu as une remarque sur cette affaire juridique, sur les différentes étapes sulfureuses autour de l'histoire du Bitcoin ou sur le documentaire? Non, comme toi, je vais conseiller le documentaire qui, je peux rien rajouter parce que t'as tout dit. Il est vraiment extraordinaire. Quand t'as Craig, Pas très long en plus. c'est 1 heure et quelques, je crois, quand même. Ouais, c'est 1 heure et quelques. 1h15, un truc comme ça. Quant à Craig White, moi je le trouve un peu fumeux pour être Satoshi, mais bon, après ça c'est juste mon avis et ça ne compte absolument pas. Guillaume, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais tu miserais combien de Bitcoin sur le fait que c'est Satoshi Nakamoto? Moi, je miserais absolument tous mes bitcoins sur le fait que c'est ça. Tu t'engages, c'est beau. On va clôturer ces news à chaud avec un dernier point. En cette fin d'année, il se pourrait que 5 sites de contenu pornographique soient bientôt moins facilement accessibles. En fait, c'est le CSA qui a lancé des injonctions contre 5 sites porno parce que il leur est reproché le fait qu'en France, ils ne respectent pas le dispositif légal qui a été décidé il y a de ça quelques mois, je crois que c'était en été 2020 qui avait été votée une loi qui en gros oblige les sites porno à s'assurer du fait que les visiteurs ne sont pas mineurs. Évidemment, on l'a déjà dit, derrière cette loi, il y a un gros problème, c'est qu'on dit pas aux sites comment est-ce qu'ils doivent fonctionner, parce qu'en plus, on ne sait pas comment ils pourraient faire, donc on peut pas leur dire comment ils devraient fonctionner. Et en gros, aujourd'hui, il y a juste une pop-up qui dit est-ce que vous avez 18 ans, et puis il y a un bouton unique à cliquer, j'ai 18 ans ou plus, entrée. Donc autant vous dire qu'effectivement en matière de filtrage, il y a vraiment le minimum syndical pour s'assurer entre guillemets que l'internaute qui visite le site web est majeur. Donc en soi, on peut pas se satisfaire, je pense, de cette situation, et puis de toute façon, c'est un choix légal à la base, donc on peut imaginer que ça puisse poser problème, et on peut que se satisfaire qu'on se saisisse de ce sujet. Le problème, c'est que la manière dont on se saisit de ce sujet est un peu compliquée, et leur a été demandé de la part du CSA d'ici 15 jours de trouver une solution. Voilà, démerdez-vous, trouvez une solution, faites en sorte qu'il y ait que des majeurs qui viennent voir du porno sur vos sites. Sinon quoi? Sinon peut-être on pourrait assister à un blocage DNS. Alors vous savez, le blocage DNS, c'est pas l'ultime mesure qui fait qu'on ne peut plus accéder à un site web. Il y a trop de solutions aujourd'hui pour contourner ce blocage. Il y a tout simplement le changement des serveurs DNS qu'on utilise sur son ordinateur. C'est pas très compliqué, c'est juste quelques chiffres à changer. On peut utiliser un VPN, il y a beaucoup de solutions pour contourner ça. On pourrait imaginer aussi, on l'avait dit pour Wish la semaine dernière, qui a été déréférencé sur les moteurs de recherche, ça pourrait être le cas aussi pour les sites porno. Bon, on va voir ce qui va être fait, parce qu'il y a bonne raison de penser que les sites porno ne vont pas trouver de solution qui satisfasse la loi, parce qu'à mon sens, il n'en existe pas vraiment. Tu verrais des solutions qu'on n'aurait pas explorées, toi Manu, là-dessus? Alors non, pas du tout, et surtout je vois pas à quoi ça sert de viser ces 5 sites porno qui sont peut-être les 5 plus gros qui sont en France, si ce n'est donner les parts du gâteau à 5 autres sites porno qui vont fonctionner aussi bien juste derrière, et ainsi de suite. Ils arrêteront jamais ça. Le porno est une industrie qui est beaucoup trop grosse, donc voilà, je comprends pas. C'est le jeu du chat et de la souris. Bon, Guillaume, est-ce que tu as pris tes mesures préventives? Comment ça, pris mes mesures? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, je sais que tu veux accéder à l'ensemble du site des sites web libres et gratuits, Guillaume. Enfin. Ah oui, bien sûr. J'ai lancé des aspirateurs pour aspirer mon propre porno sur mon NAS de 2 téraoctets pour avoir mon porno local, bien sûr, en prévision. Mais sinon, comment tu veux que je fasse, quoi? Bon, tu nous dis. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme dit Manu, quoi. Ils bloquent 5 sites porno. Ok, c'est super, donc ça veut dire que exactement les mêmes peuvent revenir avec d'autres noms, et puis ils seront bloqués, ils seront pas bloqués. Bon, ils vont les bloquer comment, on ne sait pas vraiment. Comment ils doivent faire pour... c'est complètement n'importe quoi, c'est super flou, et puis de toute façon...
Même si c'était un blocage DNS, on sait très bien que c'est pas très compliqué à contourner, donc bon, c'est pas très intéressant. J'imagine qu'au fond, il doit y avoir quand même des, entre guillemets, petites vertus, tu vois. C'est mon regard de père qui parle. Moi, j'ai toujours du mal à me dire qu'on puisse y accéder aussi facilement. Oui, est-ce que ton père pense vraiment que tes gamins qui ont envie de mater du porno vont s'arrêter parce que quand ils écrivent pornhub.com, ça fait erreur 404? Est-ce que tu crois que ça va les arrêter? Non, pire que ça va pas faire erreur 404, ça va aller sur le site du CSA qui va dire vous arrivez sur un site porno, vous n'avez pas le droit d'y aller. Ils ont pas respecté les mesures. Mais a priori d'ailleurs, c'est un moment où en fait ça va poser problème parce que du porno, si t'en cherches, tu peux en trouver même sur Twitter. Ouais, sur Reddit. Reddit, c'est une source de porno fabuleuse. Je veux dire, je savais pas, je suis passé sur Reddit. Alors là, Reddit, t'as tous les tags que tu peux rêver, et même bien d'autres. Hein. Bon, on verra ça. Et en plus, souvent, c'est conditionné en format 1 minute. Donc c'est vraiment en plus, le c'est meilleur. pratique, c'est bien pensé. Très bien. Exact. Mais c'est clairement. Je vais aller faire mon GIF rôle animé d'investigation. d'1 minute, c'est le roi du GIF animé d'1 minute. Bon, on va laisser ces sujets de côté. On va se poser sur d'autres sujets d'actualité quand même. Évidemment, on a un petit tunnel réseaux sociaux. Premier sujet, Facebook qui risque gros. C'est souvent qui risque gros. Là, il risque encore gros. Il risque 150 milliards d'amendes, Guillaume. Ouais, parce que bon, Facebook, il se prend un procès, est-ce que c'est vraiment encore une news, tu vois? En soi, c'est pas une finalement. news. Quelque part, la news, ce serait qu'il n'ait pas de procès pendant une semaine. Ah, c'est ça. La probabilité du message, il se prend un procès, c'est tellement élevé que finalement, il y a très peu d'infos. Mais là, on parle d'un procès qui table sur des dommages et intérêts de 150 milliards au moins. Et il faut dire qu'on parle de génocide quand même, hein, et que donc le dommage c'est quand même assez extrême. Et c'est une class action qui vient des 10 000 Rohingyas réfugiés aux États-Unis, hein, qui accusent Facebook d'avoir mis sur le marché un produit défectueux. Alors ça a sa petite importance d'ailleurs, hein, donc produit défectueux qui a amené au nettoyage de leur ethnie au Myanmar, avec des milliers de morts, hein, et plus de 750 000 personnes déplacées. Et bon voilà, Facebook est resté inactif pendant ce temps, en sachant parfaitement ce qui était en train de se passer. Alors les Rohingyas, tu l'as dit, c'est une minorité musulmane du Myanmar. Alors c'est vrai que depuis longtemps, il y a des discriminations, ça se passe pas super, hein, ça n'a pas attendu Facebook, ça c'est vrai, mais il y a un point d'inflexion quand même en 2011, parce qu'à cette époque, Facebook, à travers les Free Basics de Internet.org, offre l'accès à Internet au Myanmar. Sauf que cet accès gratuit à Internet, il se fait via Facebook. Donc il faut un compte Facebook pour y accéder. Et pour la majorité de la population, c'est du jour au lendemain, ils ont Internet, mais surtout ils sont sur Facebook en fait. C'est le premier contact avec Internet qu'ils ont, c'est Facebook. Et quand on voit comment en Occident, déjà, où on est quand même habitué depuis 20 ans, enfin au moins, à avoir Internet, mais bon, malgré tout, c'est quand même parfois compliqué avec la qualité des sources d'information et tout ça, tu imagines des gens qui ont aucun recul, aucune éducation, aucune expérience en la matière, et qui sont confrontés du jour au lendemain à Facebook. Les gens, ils croient ce qu'ils lisent, exactement. Donc, instrumentalisés par les militaires, le pays entier s'est dressé contre les Rohingyas, et puis ils les ont pourchassés en 2017. Alors, c'est pas complètement fait du jour au lendemain, hein. De 2013 à 2017, Facebook aurait reçu beaucoup d'alertes concernant déjà les appels à la haine contre les Rohingyas, et il leur a fait que dalle. Ils ont réagi en 2018, après un rapport de l'ONU qui dit que c'était pas mal leur faute. Alors bien sûr, Facebook est protégé par la fameuse section 230, contre ce que mettraient les militaires bouddhistes dessus, et c'est justement pour contourner ça que la class action se concentre sur l'aspect produit défectueux, puisque l'algorithme de Facebook, il recommandait des faussetés, du contenu dangereux, bref, exactement le contenu qu'on se serait attendu à être bloqué pour la sécurité des utilisateurs. Donc le fait que l'algo ait non seulement rien bloqué, mais qu'il activement promu ce contenu tout pourri, ça montre qu'il est défectueux, et c'est une manière de voir qu'il se défend. Manu, est-ce que 150 milliards, c'est pas un peu exagéré? J'essaye de, tu vois, essayer de critiquer un petit peu la vision unilatéraliste qu'on peut tenir habituellement dans Tech Café, mais peut-être que tu vas pas m'aider à aller dans ce sens. Alors non, pour un génocide, c'est pas trop. Je dirais même que c'est trop peu. Non, moi par contre, ce que je me demande, c'est comment ils font, parce que, enfin, vous l'avez dit juste en intro, ils se prennent ça tous les 3 mois à Facebook. Comment ils font? J'ai regardé un petit peu, je suis tombé sur le chiffre d'affaires de Facebook, le bénéfice de Facebook en 2020, c'était 30 milliards. Donc là, ils se prennent 150 milliards, sachant que en septembre, on parlait déjà de 225 millions d'euros. Ils se tapent des 5 ou des 3 milliards d'euros ou de dollars à tour de bras.
Et qu'il y a un moment où ça a pu aller, en fait. Les 150 milliards, si je dis pas de bêtises, ils sont pas encore. Non, le procès n'a pas Voilà. encore eu lieu, mais ils C'est attaquent et ils potentiellement- veulent demander 150 milliards au moins. Ouais. Pareil, ce sera au juge de. Ce qui Tu fait sais un que bon de trou toute dans la façon, caisse, quand même. En général, de toute façon, même s'ils perdent, même si Facebook perd, probablement ce sera moins élevé. En général, quand même, c'est moins élevé. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que les montants sont aussi astronomiques. C'est qu'en général, il y a au moins des réductions substantielles du montant qui leur est infligé. Mais bon, oui, t'as raison. En fait, je me demande d'ailleurs, il y a tellement de scandales Facebook réguliers, le scandale Facebook de la semaine. Hein, vous savez que c'est une rubrique à part entière maintenant dans Tech Café, qu'on pourrait imaginer peut-être une crypto sur le volume des failles ou le volume de scandales qu'il y a autour de Facebook. Il y a un truc à creuser. Hein, si vous avez du temps à passer, n'hésitez pas. Bon, autre sujet autour des réseaux sociaux, on va aller voir du côté de Twitter. Twitter qui, vous le savez, hein, c'est plus Jack Dorsey qui est aux commandes. Et c'est le premier point d'actualité marquant pour le réseau social qu'on a, qui succède au départ de Jack Dorsey. Donc ça va être intéressant de scruter encore un petit peu plus ce qu'ils font, même si j'imagine cette acquisition n'a pas été décidée dans les dernières heures et a été construite durant pas mal de temps. Mais il s'agit de Quill. Alors je connaissais pas Quill, c'est presque comme Guillaume, donc c'est Quill avec un Q. Je connaissais pas, et en gros c'est une interface que je trouve objectivement diablement sexy. La promesse est simple, c'est de faire en sorte que les échanges de messages soient, et notamment les messages privés, soient beaucoup plus sexy. Guillaume, quel est ce move de Twitter ? En fait, Twitter veut aller plus vite. Voilà, c'est ce que dit Parag Agrawal, qui a déjà changé l'organisation interne. Je vais pas essayer de faire style, je comprends trop le management et je valide trop le choix de mettre les general managers qu'il a choisi. C'est dans les divisions Consumer, Revenue and Core Tech. Non, pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après des années pépères de CEO à mi-temps de Jack Dorsey, Agrawal veut rassurer les investisseurs, ceux-là même qui avaient très envie de dégager le barbu, il y a 2 ans déjà. Donc il veut que la boîte évolue le plus vite possible, pour rattraper le temps perdu peut-être, je sais pas. Mais il veut revoir les bases techniques de la boîte, donc voilà, le base logiciel, on va dire, et aussi créer des produits plus vite. Il veut tout modérer par algorithme à donf, et très probablement intégrer plus d'instantanéité à Twitter, puisqu'avec la messagerie instantanée intégrée, donc il va venir de Quill, puisque c'est ça, c'est une messagerie instantanée, qui est une sorte de Slack en fait, qui viennent de racheter. Je pense qu'ils veulent effectivement mettre de plus de spontanéité, d'instantanéité dans Twitter. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on voit aussi sur Reddit, qui veut devenir plus dynamique, en montrant les éditions en temps réel, montrant les votes comme ça qui se modifient, pour avoir des pages moins statiques et, voilà, comme d'habitude, être plus sexy, accroître l'engagement, etc. Et moi, je trouve vraiment que la proposition est hyper intéressante en toute objectivité, parce que Twitter, je sais pas pourquoi, mais c'est un canal sur lequel j'ai beaucoup d'échanges par message privé. Je crois que c'est d'ailleurs via message privé, Manu, que je t'ai contacté pour Tech Café, et que je le fais assez régulièrement. C'est possible, que ce soit sur Telegram, soit sur Twitter, de toute façon. Ouais, alors je me rends compte à quel point je suis un peu trop multicanaux en ce moment et que je dois perdre du temps. C'est pas très organisé mon histoire, mais en tout cas, c'est un canal que j'utilise quand même assez régulièrement, avec un certain nombre de contacts et de personnes. Et je reconnais que par contre, l'interface est horrible. Et au-delà d'interface, c'est pas qu'une histoire d'esthétique, c'est une histoire d'expérience utilisateur qui est pauvre. Aujourd'hui, la messagerie privée, entre les WhatsApp, les Telegram, les Messenger, on est habitué à des expériences utilisateurs qui soient beaucoup plus immersives, beaucoup plus complètes. Est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer pour Twitter là-dessus, Manu ? Un coup à jouer, oui, parce qu'il y a déjà du monde dessus qui l'utilise en tant que messagerie, j'entends, pour les DM, et parce qu'il y a quand même un grand nombre d'utilisateurs de Twitter, le réseau social, qui pourraient basculer sur le côté messagerie s'ils arrivent à rattraper leur retard. Maintenant, s'ils arrivent à rattraper leur retard, ça va être difficile, d'autant que c'est toujours le même problème, c'est la masse critique de personnes qui va permettre d'attirer d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai beau vouloir me passer de Facebook, j'ai toujours un WhatsApp et Facebook Messenger qui sont installés sur mon téléphone, sur la page d'accueil, juste pour 2 personnes par application, alors que j'utilise Telegram pour quasiment tous mes échanges. Et avoir une nouvelle messagerie, ça va être difficile. Après, moi, s'ils font évoluer le bousin et qu'ils rajoutent un bouton pour éditer les tweets, je suis preneur. Ouais, tout est bon à prendre sur ces usages-là, c'est sûr. Mais à part, il y avait que Windows Phone qui avait réussi à trouver une solution qui était
à peu près viable. Bon, en soi, c'est pas vrai parce que ça n'a pas réussi à survivre dans le temps par nature, mais qui avait rendu viable la possibilité de centraliser un certain nombre de services de messagerie. Je sais que c'était très apprécié. Je l'avais testé un petit peu à l'époque et effectivement, c'était assez malin. Après, évidemment, la contrepartie, c'était que les fonctionnalités étaient pas très très évoluées parce que ça se limitait au maximum pour que justement il y ait le plus de compatibilité possible. On verra si on peut mieux faire. Guillaume, on sort un petit peu des réseaux sociaux et on va aller sur des sujets un petit peu plus polémiques. Ouais, Julian Assange pourrait finalement être extradé aux États-Unis. C'est la haute cour de justice anglaise qui vient de l'approuver. Alors jusqu'ici, les risques de suicide de Julian étaient considérés comme trop importants, mais désormais, les États-Unis s'engagent à ne pas le mettre en quartier de sécurité Supermax. Supermax, c'est un nom de formule Burger King, je sais, où il y a beaucoup trop de calories dedans. Mais en fait, c'est pas aussi sympa que ça dans la réalité. C'est pas le meilleur, bien que ce soit bien meilleur pour la ligne, j'imagine. Donc voilà, ils le laisseront aussi purger sa peine finale dans son Australie natale. Alors oui, mais bon, peut-être non, parce qu'Assange et sa compagne Stella Morris ont pas trop confiance. Il faut dire que l'administration Trump, avait pas essayé de le tuer directement, mais ils avaient, disons, exploré l'idée du kidnapping et de l'assassinat. Après, c'est juste pour réfléchir. Mais bon, voilà, donc Assange va faire appel. Il faut quand même rappeler qu'Amnesty International et les journalistes sans frontières continuent de marteler que Wikileaks est une activité assimilable à du journalisme. Était une activité assimilable du journalisme et donc il ne devrait pas être puni pour ça. Manu, c'est le regard du journaliste vers lequel on peut se tourner. Forcément, quand tu vois quelqu'un qui a autant œuvré pour mettre à disposition une information, ça doit forcément te toucher. J'imagine que tu es très embarqué derrière. Je me suis quand même posé la question. Qu'est-ce qui fait que, et il y a une vraie méconnaissance, vous allez peut-être m'éclairer ou l'un ou l'autre, mais qu'est-ce qui fait que Julian Assange a proposé Wikileaks sans retenir l'angle justement du journalisme? Parce que, selon moi, il y a quand même des éléments derrière le journalisme qui restent un petit peu sacro-saints et protégés. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'activité Wikileaks, qui est finalement une association, a pas pu être présentée comme étant un dispositif de presse qui aurait pu faire l'objet de plus de protection? J'ai peut-être beaucoup de naïveté quand je décris ça, je me rends pas compte, mais je sais pas si t'as une réponse, Manu, là-dessus. Alors, ce que je vais dire n'est pas du tout par l'évangile, je sais pas. Moi, je le verrais plutôt dans le sens du fait que la presse ne publie jamais ou quasiment jamais des documents bruts, ce qui était le cas de Wikileaks. C'est une analyse, c'est quelque chose qui a été recoupé et une information qui est digérée et surtout en grande partie tronquée. Et derrière, les rédactions sont obligées aussi d'être droit dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être accusés de diffamation. Derrière, ce sera à eux de justifier que non, c'est pas de la diffamation, qu'ils apporter des preuves d'une manière ou d'une autre sans nuire à leur source éventuellement, sans nuire à leur source, et apporter des preuves éventuellement sans nuire à leur source, plutôt dans ce sens-là. Mais voilà, ils ont quand même à affronter leurs responsabilités. Là où Assange, lui, il a juste dit on fait une plateforme, on balance tout, et puis démerdez-vous, piochez dedans, sachant que c'est des documents privés. La presse va pas publier des documents privés, mais des informations issues de documents privés, ce qui est un petit peu différent. Mais c'est là où c'est surtout que, oui, sans faire le procès de Julian Assange, je veux dire, il faut quand même voir que dans les documents bruts que tu publies, c'est peut-être dangereux de publier des documents bruts comme ça. Il y a des informations qui peuvent amener à découvrir des gens qui sont sous couverture. Enfin, ça peut être, c'est quand même très délicat, si tu veux. Et typiquement, un journaliste, les trucs dangereux, il les garde pour lui, quoi. Alors que lui, voilà, quoi. Ça dépend. Pour Koh-Lanta, il y a eu des noms qui ont été donnés, là. Vous avez suivi les affaires. Moi, je suis ça de très près. Manu. Il y avait du secret défense dans ce qu'il a publié. Non, complètement. Mais c'est justement ça fait ce qui partie du problème. Hein. C'est lui. En gros, on lui reprochait il est presque accusé de trahison, quoi, puisqu'il a publié des trucs secret défense, qui est, c'est forcément, c'est plus compliqué que, est-ce que c'est une journalisme, c'est pas du journalisme, quoi. C'est-à-dire, on peut l'assimiler à un lanceur d'alerte, si tu veux, mais le problème, c'est que la forme que ça a pris peut quand même mener à des soucis, quoi. J'essayais finalement, quand je relisais ça, je sais pas pourquoi j'avais pas réfléchi à ça avant, ou je me l'étais pas formalisé, mais je me disais finalement, est-ce qu'il s'est pas trompé
alors pas de combat, mais de moyens de combat ou d'armes de combat, parce que finalement, j'ai l'impression que ce qu'il veut défendre derrière est finalement en soi assez noble. Je pense pas que, objectivement, en tant qu'humaniste, on puisse reprocher son intention. Et après, il y a tous les effets de bord que tu décris, Guillaume, qui sont peut-être un peu plus critiquables. Mais est-ce que justement, on n'avait pas inventé avant un système qui permettait de soulever les problèmes sans pour autant mettre à mal un certain nombre d'éléments confidentiels, d'éléments d'État, qui est, encore une fois, le travail de la presse et le travail du journalisme au sens large, vers lequel peut-être il aurait dû se tourner plutôt que de mettre à dispo des contenus massifs. C'est la problématique du lanceur d'alerte, de la protection des lanceurs d'alerte. Enfin, je veux dire, c'est une problématique à part entière. Regarde comment ça s'est passé avec Snowden. Snowden, il a révélé des secrets d'État, il a été considéré comme un traître dans son pays, il est peut-être toujours, je sais pas. Il a fui, et il a contacté des journalistes auxquels il a donné les données, enfin ce qu'il avait pris, les documents, et puis ça a fait une suite d'articles dans la presse, etc., etc. Et bien le mec est toujours en cavale, enfin il est toujours en Russie, il me semble bien. Bon, donc oui, c'est un lanceur d'alerte. Ça dépend des points de vue. Si tu veux, le lanceur d'alerte, les États-Unis considèrent pas que c'est un lanceur d'alerte, considèrent que c'est un traître. Et donc il y a une problématique de à quel point t'es un lanceur d'alerte, à quel point c'est dangereux, est-ce qu'il faut les protéger, oui, mais quand, comment? Si tu protèges pas les lanceurs d'alerte, il y a des informations que les gens vont pas, et c'est bien normal, vouloir divulguer, parce que c'est trop dangereux pour eux, quoi, tu vois. Donc c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, en fait. C'est compliqué. En tout cas, moi j'ai une vision un tout petit peu moins caricaturale que je pouvais l'avoir avant, parce que je réfléchissais encore une fois à cette démarche et je me demandais si sa démarche à lui, à Julian Assange, était légitime par rapport à tout ça. Bon, bref. Et puis après 11 ans à avoir passé une vie de merde enfermé, est-ce qu'on pourrait pas lui foutre la paix? Parce que ce qu'il a publié, au final, ça n'a pas trop emmerdé que ça les États-Unis. On en a parlé pendant quelques années. Maintenant... C'est-à-dire que ça remet la lumière sur un sujet qui pourrait être plus facilement oublié. Mais j'arrive à me demander s'il n'y a pas aussi des enjeux à l'international de crédibilité et d'affrontement avec d'autres pôles. Là, on est en train de faire de la géopolitique, on fait plus du tech café, donc je ne sais pas si c'est bien légitime. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour le coup si c'est hors sujet. Mais très brièvement, je me dis aussi que les États-Unis ont besoin aussi de régler ou en tout cas de montrer qu'ils ne laissent pas passer ce problème, parce qu'il y a aujourd'hui des enjeux vis-à-vis d'un bloc comme la Russie, la Chine, sur d'autres terrains géopolitiques qui sont loin d'être réglés, et j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire sur tous les terrains pour montrer, et c'est bien légitime, qu'ils se laissent pas faire, quoi. Bon, allez, on va le mettre de côté avant que ça ne dérive trop. On va reparler, vous aimez ça quand on en parle, on va reparler d'Apple qui se retrouve toujours face à un problème de taille, puisque dans le cadre du procès face à Epic Games, leur a été demandé purement et simplement d'autoriser des paiements in-app avec d'autres plateformes de paiement que celle d'Apple. Et là, c'était imminent, Guillaume. Il y a quelques jours, là, on devait avoir une mise à jour. J'ai pas eu ma mise à jour, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, non, mais des fois on dirait que je me répète, que je me contredis, je sais, mais c'est pas l'âge, enfin je crois pas, enfin pas toujours, parce que je dis Apple a fait appel, oui, alors, oui, je sais, elle est nulle, et en plus je l'ai fait 10 fois, mais j'y peux rien, moi, je suis esclave de l'info, je suis un forçat de la news, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc Apple a globalement gagné face à Epic, effectivement, il devait laisser les développeurs proposer un système de paiement externe à l'App Store. Apple voulait pas, mais il s'est fait bouler par le juge Rogers, quand il a essayé de financer un petit peu, il y a un mois de ça. Puis on avait relayé ça et conclu que le 9 décembre, Apple devait effectivement lâcher l'affaire. Sauf qu'on est le 14 et qu'il s'est strictement rien passé. Pourquoi ? Parce qu'il existe apparemment toujours un recours. Recours de la Cour. Et là, c'est le Ninth Circuit Court of Appeal, que je traduirai volontiers, mais sans doute à tort, par la cour d'appel du 9e court-circuit. C'est une cour d'appel, donc pour faire appel, ce qu'a fait Apple, et qui du coup peut maintenir le statu quo jusqu'à la fin de cet appel, pour savoir quelle est la réponse à cet appel. Après quoi, si ça lui convient pas, Apple pourra sans doute s'arranger avec la 10e cour d'appel, puis la 11e, etc. Bon, quand on est Apple, il y a toujours moyen de s'arranger, on dirait. Moi, j'essaye de me projeter dans une rédaction comme celle de Frandroid. Alors j'imagine, il y a Frandroid dans l'URL, donc déjà j'imagine que dès que vous parlez d'Apple, on vous taxe de pourri, vous prenez comme nous peut-être des commentaires assez critiques. Bon, on s'habitue, moi je m'habitue. Au bout d'un moment, on doit s'y habituer. Beaucoup moins maintenant. C'est plus dur. Depuis qu'on a changé de design et qu'on est passé d'un A majuscule à un A minuscule, ça a tout changé ?
Vu qu'on a embrassé vraiment notre ligne éditoriale en disant bah voilà aujourd'hui on ne parle plus que d'Android, on parle d'Apple, d'Apple, on parle de tech pardon en règle générale, dont Apple. Les gens ont une vision beaucoup plus douce justement sur notre travail. C'est intéressant ce que tu dis, c'est pas fou changé ça. tant que ça. Bon après, parce que la ligne édito, elle était déjà celle-ci un petit peu avant. oui. Quand même. Après il y a toujours des fanboys qui vont nous dire oui vous parlez trop d'Apple en septembre au moment de la sortie des iPhones. Bon ça. C'est un sujet d'ailleurs, enfin on pourrait en reparler dans d'autres sphères, mais c'est aussi toujours pratique quand on crée du contenu en ligne aussi que de parler d'une marque qui suscite aussi du plaisir, de l'adhésion et puis surtout génère du trafic quoi. C'est pas neutre quand on diffuse du contenu d'être lu et d'être consulté, d'être écouté. Mais en tout cas, j'en reviens à ma rédaction de Frandroid qui a peut-être une vision très très anti-Apple en interne. Je sais pas quelle est la vision exactement du staff de la rédaction. Pas du tout. Tu vois. Et en tout cas, cette vision de cette actualité, est-ce que c'est Apple, ils arrivent toujours à s'en sortir avec des gros pourris, ou est-ce que c'est plutôt avec des coups pourris, ou est-ce que c'est plutôt c'est quand même pas si simple d'implémenter un système de paiement in-app tiers comme ça par rapport à leur développement actuel, et ça se comprend qu'ils demandent du temps. En interne, ouais, d'un côté, c'est vrai que on jubile un petit peu qu'il arrive tout ça à Apple, que toute cette petite guerre de David contre Goliath entre Epic et Apple, c'est nous ça nous amuse, et puis on espère quand même secrètement que Epic puisse avoir gain de cause au moins sur certains points, ne serait-ce que pour ouvrir un petit peu l'écosystème. Alors bon, ça c'est un autre débat, je sais qu'il y en a beaucoup qui prônent justement cet écosystème fermé. Bon, nous on aime bien quand même quand c'est ouvert et quand on peut faire plein de trucs dessus, quand on peut bidouiller. Après, on est aussi réaliste, et c'est vrai que implémenter tout ça, en fait, ça demande de revoir le modèle économique, ça demande de revoir la façon dont c'est implémenté dans les applications, dans le système, etc. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Et moi, ça me paraissait beaucoup trop optimiste que ça puisse être disponible le 9 décembre. C'est vrai, j'avais du mal à m'imaginer que ça puisse arriver aussi vite. J'avais hâte de voir le résultat. En fait, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nécessairement, à moyen terme, ça arrivera. J'ai l'impression que ce soit suite à cet arbitrage-là, ou peut-être un autre environnement d'affrontement juridique. Mais ça doit se préparer nécessairement, je pense, chez eux en interne, et ça arrivera. Mais reste à savoir quand. On continue de toute façon à parler d'Apple, cette fois-ci sous l'angle du tracking, parce que Guillaume, pareil, moi j'ai un iPhone et j'en suis convaincu, ils me l'ont dit chez Apple, que de toute façon les apps maintenant je peux refuser d'être traqué, je suis tranquille. Je me rappelle de la pub où on avait derrière la personne qui utilise un téléphone plein de gens qui venaient le solliciter en permanence, qui le suivaient, il devenait fou, il y avait toute une foule qui le suivait et hop, il cliquait sur une touche sur iOS, sur son iPhone, et bim, ils disparaissaient tous, il était enfin tranquille. Ah, c'est beau. C'est tellement beau. Mais qu'en est-il vraiment, Le traçage est-il vraiment éradiqué d'iOS, sauf consentement explicite? Parce que quand même, c'est un problème. Les plus grosses apps de la plateforme sont aussi celles qui reposent un max sur la pub. Et la réaction des régies et des plateformes a été peu favorable. Facebook en tête, évidemment, c'est pas le seul. Bon, mais on s'arrange, on n'est pas des sauvages, oh là là. Bon, le traçage est-il éradiqué sur iOS? Absolument pas. La norme, ça devient le traçage collectif. Donc c'est l'agrégation des infos sur des groupes plus ou moins gros. Les cohortes sont suivies en tant que cohortes, ça devient les cibles, et plus les individus. Et donc Apple tolère le partage d'infos pour se faire ces cohortes, et aussi des infos spécifiques comme l'IP, la taille de l'écran, la langue, etc. Pour améliorer aussi l'expérience. Mais bon, c'est quand même des infos personnel par contre qui s'échappe. Donc, et Snap par exemple va offrir aux régies du ciblage aux régies donc pub du ciblage sur 306 millions d'utilisateurs, iOS compris, et le Do Not Track compris. Mais toi utilisateur, tu t'imagines peut-être qu'en disant je veux pas être tracé par telle app, elle va plus envoyer tes données à personne. Sauf que pour constituer les cohortes, pour étudier leur comportement collectif, comment tu fais? Tu peux pas le faire sur le téléphone puisqu'il y a que toi. L'agrégation, elle doit se faire sur des serveurs. Et effectivement, si tu fais la mesure, les infos qui sortent du téléphone sont exactement les mêmes qu'avant. Les données personnelles vont vers des serveurs tiers, et c'est là qu'elles sont anonymisées. Chez les publicitaires, en fait, ou les plateformes. C'est-à-dire exactement chez les gens qu'Apple a traités de bonimenteurs. Bonimenteurs à la recherche de fric facile. Et au bout du compte, Apple fait finalement confiance au bonimenteur. Parce que qu'est-ce qui lui assure, ou qu'est-ce qui nous assure, que les données seront effectivement anonymisées, qu'elles le seront convenablement, c'est-à-dire pour éviter les recoupements possibles? Absolument rien, c'est totalement opaque. Mais Apple a l'air de tolérer ça plutôt bien. Écoute, faut bien s'arranger, Les utilisateurs sont rassurés, les annonceurs promettent d'être gentils, tout le monde est content, non?
Moi, je reconnais avoir été assez surpris finalement, et je les conteste pas. De toute façon, je suis pas grand monde pour contester ces infos-là, mais je reconnais que j'ai été surpris et que je fais partie des gens qui découvrent un peu que quelque chose que je pensais être quelque part entre guillemets garanti, pas de manière aussi caricaturale que je l'ai présenté bien entendu, mais je pensais être un petit peu plus protégé que ça finalement. Manu, surpris de cette situation ou Non, pas tant que ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout que on dresse Apple justement comme pinacle de la sécurité et de la sécurité de nos données personnelles, et on fustige Google qui est cet ogre qui dévore nos données, alors que justement Google est très souvent pointé du doigt pour ça et travaille énormément là-dessus, et typiquement sur le principe de cohorte, c'est exactement comme ça que fonctionne Google. Mhm. Ils prennent pas de données personnelles brutes, en tout cas en règle générale, mais la plupart du temps ils vont prendre juste des cohortes, et même ils ont beaucoup travaillé pour ajouter du bruit en fait dans ces je reprends leurs mots, pour dans ces données, justement pour que ce soit vraiment impossible de recouper les informations à partir de deux paquets. C'est-à-dire qu'ils rajoutent de l'aléatoire, ils rajoutent des informations pas fausses, mais qui sont inutiles dans les trucs pour empêcher qu'on puisse recouper totalement les informations et suivre quelqu'un sur Google Maps, par exemple. Et ce qui est marquant d'ailleurs, hein, c'est de se rendre compte à quel point c'est efficace ce type de fonctionnement. C'est pour ça que j'ai régulièrement cette discussion auprès de plusieurs personnes dans mon entourage qui sont encore suspicieuses du fait que ces grandes entreprises de la tech nous écouteraient sur nos appareils et écouteraient tout ce qu'on dit pour nous cibler, parce que regarde, rends-toi compte, je parlais de ça et bim, pile le lendemain, j'ai une pub qui s'affiche dans mon fil d'actualité sur le sujet. Et je pense que c'est là aussi où on peut mesurer l'efficacité des ciblages, c'est que justement, je pense qu'il y a pas besoin d'écouter les gens pour avoir des ciblages qui soient efficaces, et avec les cohortes, ça marche diablement bien. Apple, pour clôturer, mais cette fois-ci avec la Chine, Guillaume. Ouais, un truc qui est vraiment surprenant, moi qui m'a beaucoup surpris par l'ampleur du truc, c'est qu'on vient de découvrir qu'Apple avait signé un deal avec les autorités chinoises. Avec un et pas montant un petit, incroyable. 275 milliards de dollars sur 5 ans. On dirait une amende Facebook. Je cite, Ça fait c'est vrai. 2 amendes de génocide Facebook. Presque de génocide Facebook, c'est pour te dire. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour développer les technologies de fabrication les plus avancées et soutenir la formation des meilleurs talents chinois, je cite. Et puis, en plus de ça, Apple a aussi promis d'acheter plus de composants aux fournisseurs du pays, de collaborer avec leurs universités, d'augmenter encore de plusieurs milliards leurs investissements en construisant des magasins de ces infrastructures. Donc c'est un deal qui a été signé en 2016, et depuis, ils l'ont fait, hein. Et en retour, d'ailleurs, ils ont eu des petits passe-droits, comme les clés cryptographiques des serveurs iCloud, qu'ils ont pu garder. Mais ça ne va pas si loin finalement, puisqu'Apple a quand même promis de se conformer aux régulations chinoises, et donc il vire les applications qu'on leur dit de virer de son store, sans trop rien dire. Alors, l'un dans l'autre, toutefois, quand même, on peut dire qu'Apple a très bien réussi en Chine, ça lui a plutôt réussi ce truc-là, puisque son chiffre d'affaires, il croît d'environ 30% par an, sauf l'an dernier, où ça a été 83% de hausse. Quand même. C'est monstrueux, et d'ailleurs, évidemment, c'est plus que n'importe où ailleurs dans le monde, hein. Donc les 83%, c'est aussi le déclin de Huawei, mais bon, grâce à cette hausse spectaculaire, Apple détiendrait depuis septembre 22% du marché chinois, en doublant les leaders Oppo et Vivo. Donc c'est le principal fournisseur de téléphones de Chine, ce qui est assez fou. Alors, je sais pas si ça va durer, mais c'est clair qu'Apple pèse déjà de toute façon très lourd sur le marché, puisqu'il était déjà une des 3 marques les plus vendues. Évidemment, quand on considère la position politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine, quand on considère les reproches qu'on lui fait l'Occident en général, comme pas le droit de l'homme, les Ouïghours, Taïwan, etc., on peut s'étonner de voir Apple investir 275 milliards, c'est un plan de relance en fait, quasiment, c'est colossal, quand même, surtout que c'était un secret en plus. Mais bon, voilà, 22% de part de marché. Écoute, Tim Cook est habitué, j'ai l'impression, à savoir ménager la chèvre, le chou, le berger, la femme du berger, la belle famille et monsieur le maire. Et apparemment, c'est un champion de la logistique, ça on le savait. C'est aussi un champion du lobbying, c'est un champion de la négociation, de l'entre-gens. Et voilà, sous son égide, Apple sera bientôt la première boîte ever à passer les 3000 milliards de dollars en bourse. C'est sûr que quand il partira, il y a des investisseurs qui vont écraser une larme, on se souviendra de lui quoi qu'il arrive, lui savait s'arranger. Je me suis fait vraiment une religion, moi, sur, encore une fois, la complicité d'entreprises telles que Apple ou d'autres, avec d'autres gouvernements, notamment la Chine. Et je l'avais déjà dit, mais vraiment maintenant, je reste convaincu que si on
pars du postulat que tu veux croître en tant qu'entreprise, forcément s'adresser à ces marchés-là, c'est une manne évidente et t'as pas le choix de le faire comme ça. Tu peux pas être frontalement en train d'affirmer tes convictions, ou alors il faut que tu acceptes de pas avoir de croissance du tout sur ces pays-là, et ce qui peut aussi se choisir. Mais je pense que réalistement, quand on est une entreprise de cette taille, on a envie de croître, donc c'est bien légitime. Après, je pense que tu as touché clairement du doigt le point hyper important, Guillaume, c'est que là on est dans un statu quo à la fois politique et économique qui fait que ça marche. Demain, d'un point de vue politique et militaire entre les États-Unis et la Chine, si la situation devait s'envenimer, on le souhaite pas, mais on sait très bien qu'il y a la possibilité à l'avenir que ça arrive, hein, notamment autour de Taïwan, pas que, mais notamment autour de Taïwan. J'imagine pas une seule seconde que ce deal pourrait continuer. Après, un affrontement de cet ordre-là remettrait tellement de choses en question que bon. Manu, est-ce que justement toi aussi tu fais partie des gens qui comme moi considèrent que si je suis une grosse boîte et que je veux croître, j'ai pas le choix, autant le faire le mieux possible, si j'ai les moyens et les ressources pour le faire, après tout pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il faut ça? Je ne suis pas une grosse boîte, donc c'est vrai que c'est dur, hein. Je sais pas. Moi, je dirais que non, mais voilà. Ça, c'est typiquement personnel. Après, en tant qu'entreprise, c'est sûr que se passer d'entreprise tech surtout, se passer d'un marché comme la Chine, c'est colossal, c'est sûr. C'est difficile. C'est là où on a des difficultés à raisonner, c'est que je pense qu'on n'est pas dans la même situation qu'un Apple qui veut croître et qui veut satisfaire ses actionnaires, avoir encore plus de revenus, aussi pharaonique que ce soit. Allez, dernier point, on se doit de retourner quand même du côté du monde de la dématérialisation vers le Web 3, diront certains, notamment parce qu'on a une proposition de la part de Kickstarter qui, d'un point de vue stratégique, vous savez, un Kickstarter qui propose des financements participatifs, donc vous pouvez, à l'instar de Patreon, soutenir Tech Café en participatif, mais vous pouvez aussi faire naître des projets. Il y a eu des montres connectées, il y a énormément de choses derrière Kickstarter, mais Kickstarter souhaiterait entreapercevoir et en tout cas entrouvrir la porte du web décentralisé, Guillaume. Ouais, c'est même plus qu'entrouvrir en fait, hein. Il veut passer décentralisé. En tout cas, il compte changer son infrastructure pour utiliser la blockchain Celo. Alors, ça va rien changer visuellement sur le site, et ça c'est ce qu'ils disent, mais sous le capot, ça utilisera une blockchain, et si Kickstarter sera le premier à utiliser cette nouvelle pile logicielle, hein, il veut la rendre accessible pour que d'autres puissent faire un autre Kickstarter décentralisé. Ça, c'est ce qu'il y a dans le communiqué de presse, ou le billet de blog, hein, comme vous voulez, de Kickstarter. Bon, comme trop souvent, c'est pas totalement clair ce que va améliorer concrètement pour les utilisateurs le Kickstarter, ce futur Kickstarter, ou les futurs autres. Par exemple, jamais il ne parle explicitement d'utiliser les tokens Celo. Même si on imagine que le but c'est quand même de se passer d'intermédiaire de paiement, parce que le cœur du sujet c'est le transfert de fonds, hein. Quand tu donnes $10 pour un projet, tu veux que le gars reçoive $10 pour ce projet, pas $8. Donc comment garantir ça en décentralisé? Alors, donc il est de Celo. Celo, ça a l'air d'être une boîte de crypto centrée sur les mobiles pour le moment. Bon, ils ont 3 tokens apparemment. Le Celo, qui a une valeur flottante, une crypto. Le CUSD, Celo USD, donc pour les US dollars, et le C-Euro, qui est donc sont des stablecoins qui sont donc indexés sur le dollar et l'euro. Oui, soyez pas surpris, hein, ça s'écrit Celo, C-E-L-O, mais ça se prononce Celo parce que c'est de l'espéranto, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Exactement. Donc honnêtement, moi je connaissais pas de Celo avant. Sur son site, ils insistent tellement sur le fait qu'ils sont une ONG qui veut le bien de l'humanité, qui sont bons pour la planète, que je trouve ça extrêmement suspect. Oui, à force de le dire, ça paraît plutôt louche. Voilà, c'est comme... Si t'as besoin de le dire déjà à la base, c'est qu'il y a un problème. Et de le répéter. Oui. D'ailleurs, il mentionne notre carbone négatif, ce qui m'énerve toujours, mais bon, passons. Et il souligne aussi le fait qu'ils sont proof of stake et donc écologiques. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup lu dans les réactions très négatives, hein, en général, à l'annonce que la technologie blockchain était quand Kickstarter a fait cette annonce, les réactions étaient quand même pas mal négatives. Et pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit là, que la technologie blockchain est une cata écologique. Et ça, c'est vrai pour plein de blockchains, hein, pour Bitcoin, pour Ethereum, pour Doge, pour Monero, pour plein, mais c'est aussi faux pour plein d'autres. Et bon, je l'avais cité la dernière fois déjà, Celo utilise le proof of stake, donc il utilise très peu d'énergie pour son consensus. Par contre, si tu cherches plus loin, dire que Celo est écologique, c'est aller un peu vite. Ouais. Parce qu'il faut creuser quand même, hein, et on trouve des infos qui, moi, m'ont un peu troublé. Donc, Celo a des stablecoins. Et effectivement, c'est vital d'avoir des monnaies stables, effectivement, pour un business comme Kickstarter.
Mais qui dit stablecoins dit réserve de garantie. Et là, ça devient compliqué parce que figurez-vous que Tcelo a une réserve qui est assez hétéroclite. En cherchant un peu, il semblerait que sa réserve soit égale à 8 fois le montant des stablecoins. Donc les stablecoins Tcelo, c'est-à-dire, je suppose, tous les CUSD plus tous les CEURO. Mais cette réserve, elle est constituée à 76% de tokens Tcelo. Donc Tcelo se garantit lui-même avec ses tokens flottants. C'est bizarre. C'est un mécanisme de garantie qui est un petit peu discutable quand même. Et 24% restants, c'est quoi? C'est un panier de crypto conventionnels. C'est-à-dire que c'est des bitcoins, c'est de l'Ethereum, c'est du DAI. DAI est basé sur Ethereum. Et c'est aussi des crédits carbone tokenisés. Donc si j'ai bien compris, Tcelo, qui est une blockchain écolo, est assurée par elle-même et des bitcoins. C'est quand même fort cocasse. Et je pose la question, d'un point de vue purement financier, que se passe-t-il pour cette monnaie écolo si Bitcoin, notre monnaie bien écolo, se casse la gueule? Si Bitcoin baisse, tout le monde baisse. C'est ce qui se passe en général. Le panier de crypto dans son ensemble va baisser, et le Tcelo lui-même, qui est une crypto, va baisser aussi. C'est une crypto à valeur flottante. Alors je suis pas économiste, mais du coup, la réserve de Tcelo, c'est ce qu'elle n'est pas un petit peu précaire, tu vois? Quand son accent mis sur l'environnement, c'est un tout petit peu hypocrite, puisque avoir une réserve en Bitcoin, c'est soutenir Bitcoin, point barre. Donc c'est pas écolo, et puis c'est tout. Donc moi-même, je suis très sceptique sur le choix des Kickstarter de cette blockchain-là, et du coup, je rejoins le concert de critique des utilisateurs qui monte un peu depuis l'annonce, même si pas mal sont un peu trop rapides, effectivement, en assimilant à tort directement la blockchain à une catastrophe écologique. Voilà, moi je suis pas du tout convaincu par Tcelo, ni son engagement écolo, ni par sa solidité financière, pour assurer des transactions qui sont fiables et stables, ce qui est quand même un peu le cœur de métier des Kickstarter, je crois. Manu, n'hésite pas à endosser si tu le souhaites et si ça te sied la robe de l'avocat de la défense de Tcelo, si t'es motivé. Mais alors mais pas du tout. De ça, voilà, je m'en doutais un peu. Ça me paraît compliqué de toute façon. Mais pourquoi pas, on est ouvert à entendre toutes les positions. Mais par contre, au-delà de ça, la vision de Kickstarter qui veut s'appuyer sur une démarche de décentralisation, est-ce que ça te paraît légitime? Est-ce que tu vois des opportunités ou est-ce que tu vois un surf de plus sur une vague de buzzwords? Moi, je vois ça vraiment comme un buzzword et surtout en fait j'ai un gros problème avec le mot décentralisation sur des blockchains de proof of stake. Un des problèmes de cette blockchain, là je viens de regarder parce que du coup j'avais pas, j'étais totalement passé à côté de cette info avant de lire le conducteur tout à l'heure et j'avais pas eu le temps de m'y plonger, donc je sais même pas, j'avais rien lu sur le Tcelo avant d'entendre Guillaume en parler. Un des problèmes du proof of stake, c'est que en fait justement pour pouvoir contrôler la blockchain, il faut avoir un certain nombre de tokens faut les posséder et les bloquer. Mais ce qui fait que, en fait, si une personne possède 51% des tokens qui sont disponibles, cette personne a le contrôle sur la blockchain. Alors là, aujourd'hui, je viens de regarder, le Tcelo, effectivement, c'est une capitalisation de 1000 milliards de dollars, d'euros. Donc il faudrait, pour pouvoir avoir le contrôle sur la blockchain, en fait, avec 500 milliards, on peut récupérer le contrôle sur la totalité de la blockchain. Ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais... Ce qui n'est pas accessible à tout le monde, évidemment. Après, là, c'est la capitalisation aujourd'hui, mais oui. Suffit qu'on rentre en bear market, que le Bitcoin se pète la gueule et retombe à 20 000 $. Donc là, aujourd'hui, il est autour de 48, si je ne fais pas de bêtises. Il est aussi entre 48 et 53. Comme l'a dit Guillaume, en fait, toutes les cryptos vont chuter. Si le Bitcoin il se prend 50%, là ça va descendre de 50% aussi. Donc de 500 milliards, déjà on passe à 250 milliards, voire moins parce que les alts vont possiblement prendre encore plus que le Bitcoin. Donc en fait ça peut descendre très très vite. Et en fait parler de décentralisation sur un truc où avec 100 milliards on peut prendre la main dessus. Moi, je trouve ça un peu spécial. Bon, après, ça, c'est encore un autre débat et c'est pas forcément une critique à faire uniquement à Tcelo ou à Kickstarter. Est-ce que c'est une critique, Guillaume, qu'on pourrait faire à toutes les blockchains qui sont basées sur des proof of stake? Non, pas du tout, parce que les proof of stake, en fait, c'est des mécanismes c'est le mécanisme général, le staking. C'est-à-dire, le staking, c'est effectivement, tu mets en jeu une certaine quantité. Tu prouves que t'en as une grosse d'argent, tu prouves que t'as une grosse somme, et effectivement, ça te donne, en fait, c'est comme si t'achetais des tickets de loto, quoi. En fait, c'est-à-dire que
Voilà, c'est ça. En gros, imaginez, le proof of stake, c'est vous jouez au loto. Donc, quand vous jouez au loto, c'est-à-dire que vous achetez des tickets, ça vous coûte de plus en plus cher si vous achetez beaucoup de tickets, mais vous avez plus de chances de gagner. Donc, si vous gagnez, bah, c'est vous qui validez le bloc. Vous êtes rémunéré pour ça, en général, éventuellement. Bien, dans tous les cas, voilà, c'est une histoire de... effectivement, je joue au loto, donc si j'ai énormément de billets, bon, voilà, j'ai plus de chances de gagner. Après, faut voir qu'il y a beaucoup de variantes sur les algorithmes de proof of stake. Il y en a qui se font de manière complètement aléatoire, il y en a qui se font de manière sur des sous-réseaux, il y en a qui, enfin, c'est plus compliqué que juste ça en fait. Ça, c'est le principe de base. Il faut prendre chaque cas en fait. Je pense qu'il faut regarder au cas par cas pour voir. Je sais que la sécurité c'est un argument c'est l'argument souvent qu'utilisent des partisans de la proof of work qui disent que le proof of work au moins c'est rock solide, il y a pas de problème, vous aurez pas de problème avec ça. Avec la proof of stake c'est moins sécure. C'est pas clair. C'est pas clair du tout, ça dépend des algorithmes. Déjà le staker il est plus ou moins choisi au hasard. Et donc, ça veut dire que même si vous avez énormément déjà, il faut que le réseau autorise de staker des sommes faramineuses, ce qui est pas forcément le cas, mais bon. Ça dépend du nombre de nœuds, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Il y a énormément de paramètres. Et donc, pour l'instant, je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas du tout prouvé que le mécanisme de proof of stake soit moins bon que le mécanisme de proof of work. Il y a beaucoup d'implémentations, et alors bon, pour le Trezor en particulier, j'ai pas regardé les détails, je vous avouerai, donc je sais pas, j'ai pas regardé les détails du consensus du Trezor pour être honnête, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de variantes en fait sur ces trucs-là, et que c'est beaucoup plus compliqué que juste voilà, on joue au loto, même si c'est un peu le principe de base. À propos de jouer au loto, ça tombe très bien puisqu'on va parler non pas de loto mais de jeux vidéo. On a, comme vous le savez, dans chaque épisode de Tech Café un petit peu de news autour des jeux vidéo. On va commencer. Je me rappelle plus, Manu, et j'ai posé ma question rituelle aux personnes qui ont rejoint l'émission ces derniers temps qui n'avaient pas participé. Mais t'es pas un gros joueur, toi, si je dis pas de bêtises, si? Ça dépend des périodes. Et en ce moment, t'es dans une période quoi? Là, je suis pas un gros joueur, mais quand même avec le Game Pass. Je dis ça, mais j'ai passé 70 heures sur Forza Horizon 5, donc. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bon. Alors on va te mettre dans la case des gros joueurs. Alors on va commencer avec une transition parfaite, puisque justement, si on marie le monde des jeux vidéo et des cryptos, on a plein de propositions. On a une première proposition qui est celle de Ubisoft qui veut sa part du gâteau, Guillaume. Ouais, mais quoi, c'est par où tu veux que je commence, hein. Je sais pas. Par les faits, on va commencer par les faits, déjà, c'est bien les faits. Ubisoft va proposer à la vente des NFT, à la vente, voilà, de gagner, des NFT pour le jeu vidéo Ghost Recon Breakpoint. Il appellera ça des digits, voilà, pourquoi pas, premier du genre, hein, donc sur Ghost Recon Breakpoint, du système qui s'appellera Quartz, et qui donc va regrouper ce qui sera peut-être un jour l'activité NFT de tous les jeux de l'éditeur. Alors commençons par la bonne nouvelle qui évacue un sujet important quand même, ce sont des NFT sur la plateforme Tezos qui n'utilisent pas de proof of work, donc les digits ne contribuent pas activement à la catastrophe écologique en cours. C'est important de le souligner, hein, parce que bon. Alors que seront ces NFT? En fait ils vont écrire dans la blockchain Tezos des métadonnées concernant des items in-game, donc un gros flingue, un casque, un fut, voilà bon. Et ces métadonnées, en gros, donc ça sera quoi? Ça sera l'historique de ses propriétaires, sa description, son numéro de série, et puis basta. Donc concrètement, si vous achetez si vous gagnez le Wolf Enhanced, helmet, numéro 987 dans le magasin, ça écrit que Poupouille93 l'a acheté à l'état Ninja 77 dans la blockchain Tezos. Voilà. Donc apparemment vous pouvez le gagner au début, d'ailleurs il semble que d'après Kotaku, un Wolf Helmet puisse demander jusqu'à 600 heures de jeu pour être débloqué. Donc le NFT c'est aussi un moyen pas du tout subtil de te pousser à griller ta belle jeunesse sur des jeux qui sont assez moyens. Mais bon, après, vous pourrez peut-être le revendre à Dark Lord 65 plus tard, et très cher probablement, parce que 600 heures, faut même pas déconner, t'as redoublé ta 4ème pour ça. Mais bon, Ubisoft veut prendre une commission, d'ailleurs, sur la revente au passage, bien entendu, mais bon, là on est obligé quand même de remarquer plusieurs choses après tout ça. Alors déjà, ce type de transaction, c'est pas très différent de ce qui se fait quotidiennement dans des centaines de jeux en ligne, hein, ou sur Steam, depuis 10 ans. Sur Steam, vous pouvez racheter des collectibles, hein, des petites cartes à collectionner, comme ça, les Steam sans blockchain. Trading Cards. Voilà, sans aucune blockchain évidemment, donc la valeur ajoutée de Tezos par rapport à une base de données normale, en termes d'usage, elle est complètement nulle, hein. Il suffit de regarder Star Citizen pour voir qu'on peut vendre très très cher des vaisseaux uniques qui n'existent pas encore, sans le moins du monde avoir besoin de blockchain. Alors là bien sûr on me pointera l'évidence.
que je semble manquer. Tezos est décentralisé. Alors Tezos, oui, il est décentralisé, mais Ghost Recon, non. Les digits sont exclusivement gérés par Ubisoft, selon les termes contractuels Ubisoft, et exclusivement pour le jeu Ghost Recon Breakpoint. Donc on fait difficilement de plus centralisé. Alors bien sûr, dans un futur proche, les digits pourraient être partagés entre plusieurs jeux, mais plusieurs jeux Ubisoft. Donc serveur SQL chez Ubisoft, ça suffirait. Dernière objection qu'on me fera inévitablement, oui, mais dans le futur. Et oui, le futur. Oui, mais dans le futur, toujours. On pourra. Et oui, comme ça, on pourra toujours aller chercher les données dans le futur. Elles seront toujours là, même après l'abandon de Ghost Recon, même après la mort d'Ubisoft. Et là, je réponds oui, en effet, théoriquement, les métadonnées de ton pantalon avec double renfort testiculaire en titane sera toujours disponible dans 20 ans. Et puis quoi ? Tezos ne contient aucun asset du jeu. Quand Ghost Recon sera offline, ça va intéresser qui, l'historique des propriétaires de tes pantalons renforcés ? Qui pense sérieusement que quelqu'un va reprendre ces données et en faire quelque chose ? Quel intérêt pour un éditeur de faire ça ? De requérir le casque avec le numéro dessus, sérieusement. Les digits seront simplement des paquets d'octets inutiles qui vont traîner sur Tezos le temps que Tezos durera, et puis c'est tout. L'aspect décentralisé des digits est totalement inutile dans le contexte. Ubisoft, comme j'en suis sûr tous les autres éditeurs bientôt, qui seront en FOMO à sa suite, vont proposer des trucs similaires juste pour être tendance sans se poser de questions. C'est un peu décevant, mais c'est pas très étonnant, enfin décevant. Dans certains cas, on n'est même pas déçu puisqu'on n'entend plus rien, comme pour Peter Molyneux. Peter Molyneux, le pauvre. C'est malheureux, franchement, parce que c'était un mec talentueux. Mais bon, après Godus et Cube. Et donc, long silence, le mec refait surface avec Legacy. Tu nous rappelles le Cube quand même, c'est le Cube qui nous promettait Monts et Merveilles qui a fait un Cube, c'était. Mais j'ai joué, j'ai cassé quelques cubes moi-même, je me souviens très bien. On a tous creusé là-dedans. Mais oui, j'avais téléchargé Godus, j'avais essayé Cube. Donc avec Cube, t'avais un gros cube et tu cassais les petits cubes et ça faisait un cube plus petit, effectivement. Et puis celui qui cassait le dernier cube du gros cube, il devait avoir sa vie changée. Alors le problème, c'est que Godus a fait un flop monumental et que du coup, 20K n'avait pas de pognon. Et donc, je pense que le mec a rien eu en vrai, mais bon. Donc là, le mec refait surface avec Legacy, qui globalement a exactement le même concept que Sandbox. Achète un endroit dans le jeu, avec des tokens, gagne-en en vendant des trucs, rachète, revend, devient super capitaliste en t'amusant, et en cramant des gigawatts sur Ethereum, parce que bien sûr Ethereum c'est la blockchain de choix de Molyneux, bravo Peter. Mais bon, c'est tendance, c'est la mode. Enfin la mode je sais pas en fait, parce que, un truc moi il y a des microtransactions dans les jeux depuis très longtemps, et justement on s'en plaint régulièrement. Pay to win, pompe à fric, et encore elles sont autour du jeu, elles sont pas le jeu, enfin en tout cas elles sont pas au centre des descriptions dans les communiqués de presse, tu vois, parce que dans Sandbox, Legacy ou Decentraland, on passe un cap, parce que la transaction, avec un grand T, c'est le cœur du jeu. Tout se vend, tout s'achète, la spéculation est encouragée, le cœur du jeu est financiarisé. Mais est-ce que c'est encore du jeu ? Est-ce que c'est encore fun, ça ? Est-ce que c'est même ça dont les joueurs ont envie ? Est-ce que c'est vraiment tendance ? Je veux dire, au-delà des tech bros californiens ou texans, les vrais jeunes du monde entier qui sont la cible ou la future cible de ces jeux, ils trouvent ça vraiment cool en fait. Ça leur parle, cette philosophie de jeu qui tourne autour d'une monnaie, d'un jeton. Moi j'espérais que non, tu vois. Je pense même que les gens ont une vision beaucoup plus large que ça. Je pense qu'ils voient plus loin que faire du chiffre en traitant tout le reste comme des externalités. Je sais pas, est-ce que je me trompe ? J'en sais rien, mais Manu, de ton côté, tu regardes ça avec un regard plutôt amusé ou plutôt inquiet en fait ? Moi, je trouve que c'est une. Ma question est à peine orientée, je m'en rends compte. Non, je trouve que la vision. Alors, pardon pour le terme, Guillaume, mais est un peu réductrice. Déjà pour ce qui est d'Ubisoft. Ubisoft, on les connaît, ils sont dans tous les coups. Les bons, les mauvais, ils sont partout. On rappellera que c'était quand même les premiers à s'investir massivement sur la Wii U et sur Stadia. RIP. Mais donc dès qu'il y a un nouveau truc dans le jeu vidéo, ils y sont. Donc ça m'étonne pas que ce soit parmi les premiers à se lancer dans le NFT. Après pour ce qui est du NFT de J'aurais imaginé un Electronic Arts, moi, mais pour ce qui est de posséder ton NFT qui est sur une blockchain Tezos, etc. Le fait que ça n'a aucun intérêt en fait si, par rapport à un autre skin qu'on peut acheter dans le jeu, etc. Ça n'a aucun intérêt en fait si tu pars du principe que c'est ton skin de Monsieur Tout le Monde. Maintenant, imaginons que tu rachètes le skin avec lequel, je sais pas, Ninja a gagné la Coupe du Monde de Fortnite au moment où c'était le truc, tu vois, ou le skin avec lequel, je sais pas, ton rappeur préféré, Drake, a fait plein de kills, ou tu vois, et en fait, je trouve ça pas plus con qu'un bout de papier avec une signature dessus. Non, c'est vrai, c'est pas plus con. Mais après, si tu veux, le truc, c'est que ça va quand même... Enfin,
est-ce qu'on a besoin d'une blockchain pour ça? Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est l'aspect décentralisé. En quoi c'est décentralisé? Je veux dire, si tu es sur Fortnite et que tu achètes effectivement le skin avec lequel Ninja fait son truc, tu l'achètes, t'es content, tu peux l'utiliser sur Fortnite. Mais je veux dire, du coup, si c'est sur Fortnite en l'occurrence, une base de données chez Epic, ça suffirait à faire ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une blockchain, ça suffit. Ça sert à quoi d'avoir une interopérabilité si c'est des items d'un jeu spécifique? Il faut bien que ça commence par un premier. Oui, mais après, je veux dire, tu l'as écrit dans les NFT, et puis quoi, tu as écrit ton NFT dans le Tezos ou ailleurs, et puis qu'est-ce que tu en fais de toute façon? C'est-à-dire, une fois que, tous les jeux en ligne finissent par mourir, quoi. Oui. J'ai le sentiment que la nature du NFT, de manière absolument pas rationnelle, mais occasionne quelque part la même excitation que certaines cartes à jouer, à collectionner de Magic qui étaient très rares et qui avaient certains défauts de conception, tu vois, dans son... Je comprends très bien, si tu veux. Enfin, moi, c'est pas mon truc. Je m'en fous complètement d'avoir le skin de l'un ou de l'autre, mais je comprends très bien. Je te sens un peu vexé. J'ai l'impression que t'es jaloux, Guillaume. Ah je suis jaloux. C'est vrai. Je suis amer. Ah, maintenant que je te connais, je sais. Si tu veux, je comprends très bien qu'on puisse avoir avoir envie du skin d'un champion et voilà, avoir le même skin unique d'un champion sur soi pour jouer. Ok, je comprends que c'est pourquoi basé sur la blockchain? Mais techniquement, quel est l'intérêt d'utiliser une technologie plutôt qu'une autre, en fait? C'est ça que, mis à part le fait que, ça fait c'est tendance, quoi, tu vois, tu mets du NFT, c'est plus tendance que MySQL. C'est pas faux, mais enfin, je sais pas, je vois pas, quoi, tu vois. Le truc, c'est que, moi, je vois ça comme, effectivement, la blockchain, c'est bien si tu peux changer de jeu. Mais... Oui, et de l'aveu de beaucoup de développeurs, ça a l'air d'être a priori, mais bon, l'avenir peut-être changera, mais un enfer d'ailleurs d'intégrer ça à travers plusieurs jeux. Je sais pas, ça... Après, c'est le début, mais alors j'ai plus les noms, mais je sais qu'il y a des plateformes qui sont déjà en train de se créer justement pour permettre des interopérabilités, des échanges et des ventes d'objets à travers différents jeux. Donc après, ce sera aux éditeurs d'implémenter ce genre d'outils dans leur jeu, de voir comment ces boutiques peuvent être implémentées pour faire transvaser des items ou des skins d'un jeu à un autre, y compris d'un autre éditeur. Je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu en fait au balbutiement du truc et effectivement c'est un peu merdique, on sait pas trop où ça va, mais si vous regardez il y a 10-20 ans en arrière, en fait, les premiers free-to-play qui sont arrivés, on a hurlé, on a dit mais c'est quoi ces jeux pourris que vous nous faites là avec tu mets des limites complètement artificielles dans le jeu et on te demande de passer par les achats in-app pour vraiment voilà, jouer. C'est gratuit mais du coup il y a pas de qualité et vous nous foutez des pubs partout, etc. Et effectivement c'était dégueulasse. Aujourd'hui on a Fortnite, on a Rocket League et c'est des jeux qui sont fabuleux et qui sont 100% gratuit, enfin 100%, qui on peut y jouer 100% gratuit, sans aucun modèle pay to win ou quoi que ce soit. C'est juste du skin qui permet de faire monter la sauce et de financer les jeux, et c'est très très bien. Et moi je pense que à l'avenir, le NFT pourra permettre des choses qu'on n'imagine pas forcément encore, mais qui a vraiment une partie de l'avenir du jeu vidéo qui est inclus dans la blockchain. Intéressant. On va le surveiller, on va continuer à le surveiller et puis peut-être qu'on va toucher du doigt des choses qui seront plus convaincantes, on va dire en tout cas techniquement qu'aujourd'hui. On va conclure avec des vrais beaux sujets de fond quand même, avec les Game Awards, avec plusieurs volets dans ces Game Awards. Donc vraiment les récompenses de jeux vidéo. Pas sûr de comprendre. Ces récompenses de jeux vidéo annuelles, avec notamment des prix, des félicitations pour des jeux, et puis surtout cette plateforme graphique complètement dingue que je citais en intro rapidement. Allez, les lauréats pour commencer, Guillaume. Les Game Awards, on a eu une part les récompenses dans plein de catégories, le jeu de l'année. Une cascade de bandes annonces aussi pour plein de jeux, c'était vraiment cool. Alors, les lauréats, le principal lauréat, c'est It Takes Two, sacré meilleur jeu de l'année, meilleur jeu familial et meilleur jeu multijoueur. Meilleure mise en scène et direction artistique pour Deathloop, d'Arkane Studio, donc un studio français. Le meilleur scénario va à Guardian of the Galaxy, la meilleure musique à Nier Replicant, le meilleur design audio à Forza Horizon 5, qui est aussi meilleur jeu de course, et meilleure performance d'acteur à Maggie Dimitrescu Robertson, pour Resident Evil Village. Le jeu qui fait réfléchir est Life is Strange, True Color, que je croyais être un jeu français, mais en fait, j'ai découvert qu'il a été fait par Deck9 et plus par Dontnod, donc je suis largué un petit peu, désolé.
Et le meilleur RPG, c'est Tales of Arise, voilà, meilleur jeu d'action Returnal. Bon, vous avez la liste dans les notes. Bon, oui, c'est vrai que il y a eu Matrix Awakens. Je sais pas si vous avez juste avant qu'on parle de des Matrix Awakens, commentaires sur les titres, trucs, Manu sur les notamment. Est-ce qu'il y a des coups de cœur là-dedans ou Ah oui. un jeu que tu voudrais encenser? Carrément, It Takes Two, alors je l'avais vu passer il y a longtemps, et je m'étais dit celui-là il faut que je le fasse, et là je l'ai commencé en fait en début de semaine, et c'est mon GOTY, et je pense que c'est mon GOTY de la décennie, même le jeu est vraiment extraordinaire. La vache, c'est incroyable. C'est extraordinaire en fait, toutes les heures t'as un nouvel élément de gameplay qui vient changer le jeu et en fait t'arrêtes pas de te dire waouh, ça c'est une trop bonne idée, en plus du fait que le jeu est super mignon, il est bien écrit, il est drôle, il y a des moments où il te serre le ventre, non, il est vraiment extraordinaire. Je pense vraiment que c'est un jeu que je vais essayer de faire en 2022 avec mon fils. J'ai trop entendu parler et j'ai pas envie de passer à côté. Par contre, Guardian of the Galaxy, je comprends pas du tout. Je l'ai commencé sur GeForce Now 3080 d'ailleurs. Je sais pas si vous en avez parlé dans Tech Café. J'ai raté les derniers épisodes. Vraiment très très bon le jeu gap du service. Moi, pas du tout, mais je sais pas toi, Guillaume. Quoi, ils sont passés sur 3080, c'est ça? Ils sont passés sur 3080 oui, et en fait, la grosse différence, c'est pas du tout le fait qu'ils ont augmenté les capacités techniques de graphique de l'abonnement. C'est vraiment qu'ils ont rajouté un système d'adaptive sync, qui est un équivalent de VRR qui va synchroniser tes inputs avec le serveur et surtout ton écran avec le serveur pour afficher correctement les frames. Ce qui fait que cette impression de lag et de frame perdu que tu pouvais avoir avant, il disparaît totalement sur cet abonnement RTX 3080 et t'as vraiment l'impression de jouer en local. Et moi, je me suis fait des soirées complètes sur Rocket League, j'en parlais juste avant, ou sur Counter-Strike Go en Wi-Fi et j'avais l'impression de jouer en local. C'est impressionnant. Ouais, parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup de vitesse, quoi. Enfin, c'est des trucs. Ouais. Ah, c'est dingue. Hein. Ok. Et toi, Guillaume, d'ailleurs, par rapport au titre, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voulais t'attarder? Je sais pas s'il y en a un qui... Non, It Takes Two, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi, mais bon, il faut être deux, évidemment, comme tu t'en doutes. Et donc, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui veut bien faire, mais bon, écoute, oui, Tu m'inviteras chez toi, puis peut-être qu'on le fera ensemble, Guillaume. Écoute, pourquoi pas. Allez, on va parler quand même de la grosse claque avant que l'épisode ne dépasse les 2 heures. Cette grosse claque graphique, franchement, j'ai été bluffé, hein. Ouais, c'est un truc qui m'a évidemment particulièrement intéressé. C'est pas vraiment un jeu, hein, c'est une démo, mais c'est désormais disponible pour tout le monde sur Xbox Series et PS5. C'est Matrix Awakens, c'est un peu la démo parfaite, hein, puisque c'est une démo technique dans le Unreal Engine 5 qui a été optimisée pour console de cette génération. Évidemment, son thème c'est Matrix, ça a lieu dans une ville immense façon New York, hein, et elle se décompose en 3 parties. Donc la première, c'est une cinématique avec Neo et Trinity en version numérique rajeunie et actuelle, qui discute de comment différencier ce qui est réel. Alors, évidemment, dans une démo 3D photoréaliste, la pertinence thématique est parfaite, quoi. Et en plus, ils font des blagues sans arrêt, donc voilà, ce sont des méta-humains qui font un discours particulièrement et complètement méta, donc c'est vraiment très cool. Et c'est complètement bluffant surtout. Hein. Est-ce que tu peux deviner ce qui est précalculé, ce qui est une vidéo, ce qui est en temps réel? Je pense pas. Spoiler, Morpheus est en 2D issu du film, mais la séquence où Neo dort sur son clavier a été intégralement refaite en 3D, c'est assez incroyable. Et donc voilà, Keanu et Carrie Admos ont été scannés intégralement, ils ont été intégrés tels quels en tant que MetaHuman, et on en voit plusieurs versions d'ailleurs des MetaHuman avec des qualités différentes. Donc on voit les scans 3D qui sont parfaits, synthétiques mais photoréalistes. Il y a aussi ceux qui sont... le troisième protagoniste, la black avec les lunettes de soleil, là, elle est par contre photoréaliste, mais c'est pas un scan si tu veux, elle est photoréaliste, mais elle est complètement synthétique. Et puis après t'as les figurants, voilà, qui passent dans la rue et qui sont beaucoup moins qualitatifs, mais il y en a plein. Et ils sont gérés par une mass AI. Donc c'est un nouvel outil qui, je pense, de gestion des foules à grande échelle, en temps réel. Niveau de précision adaptatif, on a aussi Chaos, le nouveau moteur physique, qu'on voit bien dans le deuxième séquence qui est interactive. C'est une course-poursuite en voiture qui est scriptée façon Uncharted, sauf que en fait, on voit bien en comparant les versions Xbox et PS5 que les animations sont pas toutes scriptées et pas toutes animées à la main. C'est-à-dire le moteur physique se charge de la dynamique des voitures, etc. Il y a des effets de particules et de fumée monstrueux. Et dans la troisième séquence, tu peux te balader dans toute la ville librement en open world, comme dans Watch Dogs. On peut avoir
Donc là, on peut vraiment voir l'efficacité qui est quand même incroyable de Nanite, qui virtualise la géométrie pour n'afficher exactement que ce qui est nécessaire à ce que tu dois voir en fonction du budget puissance dont la machine dispose. Donc le niveau de détail est hallucinant et la scène surtout est incroyablement stable parce qu'à toutes les distances, tu vois. En général, il y a des trucs qui pop quand tu bouges. Mais là, il n'y a rien qui pop, il n'y a rien qui se déforme pour changer de load ou qui disparaît plus ou moins subtilement. Non, la profondeur de champ, elle est énorme et tout est visuellement stable. Donc c'est assez impressionnant. Et Lumen aussi, évidemment, donc le moteur d'éclairage, cette fois, qui a changé, puisqu'il utilise l'accélération matérielle pour le ray tracing. Parce que la première fois qu'on a vu tourner Lumen, en fait, le premier Lumen et Nanite, je sais pas quoi, là, il y a 1 an et demi de ça, c'était une implémentation software. Donc il passait sur n'importe quelle carte graphique, mais là, puisque c'est sur console et qu'elle zone des unités ray tracing, ça y est, Lumen utilise le ray tracing, hardware. Et donc on a droit à des réflexions, à des ombres précises et à des éclairages indirects réalistes, sans aucune texture précalculée, voilà, ou de source de lumière placée à la main, tout se fait tout seul, quelles que soient les conditions, l'heure de la journée, etc. Et bon, c'est évidemment, c'est gratuit, presque, parce que tout ça est quand même très lourd, et même la Xbox Series X ne fait que du 30 FPS en 1440p. En fait, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire la démo de ce qu'ils appellent leur temporal upsampling, qui est à mi-chemin entre le FSR d'AMD, donc le FSR c'est cheap, mais assez limité. Bon, donc c'est le meilleur rapport qualité-prix, si tu veux, pour cette gamme de puissance. Et après, tu as le DLSS qui est spécifique à Nvidia, qui demande un hardware spécifique, mais que de très haute qualité. Donc le temporal upsampling, en fait, il est à mi-chemin. Donc il donne de très bons résultats, un peu moins bon que le DLSS, mais meilleur que AMD, tout en ayant une composante temporelle, donc un petit peu plus complexe. Alors après, c'est sûr que 30 FPS, c'est voire moins d'ailleurs, c'est pas forcément dans toutes les situations idéales. Après, il faut garder à l'esprit que c'est une démo d'un moteur qui est encore jeune, qui est en pleine évolution. Donc c'est un peu la démo parfaite, puisque Unreal fait de la pub pour Matrix, il profite de sa hype de Matrix, et puis c'est la thématique est idéale, comment différencier le réel du virtuel. Et surtout, c'est cool de voir à quel point le moteur peut faciliter la vie des créateurs, parce que la ville a été créée de manière semi-procédurale, avec le toolset Houdini, qui est un outil c'est un outil pour le cinéma, d'effets visuels, d'effets spéciaux pour le cinéma. Donc les éléments spécifiquement, par exemple les poubelles, les bancs, les trucs qui sont là, c'est des scans d'objets réels, qui sont busés dans des bibliothèques en libre accès. Les MetaHumans, ça permet de créer facilement des personnages de la qualité qu'on veut, du PNJ de base de remplissage à la star hollywoodienne. Macei prend à peu près tout en charge pour les voitures, les piétons, tout ça. Nanite, ça évite de faire des myriades de fois les mêmes assets, mais dans différents niveaux de détail. Lumen, pour les graphistes, c'est tranquille, ils ont plus à s'occuper de l'éclairage. Et tout ça, ça donne un résultat photoréaliste sur une machine que normalement tu pourrais trouver à Carrefour. Donc et Driver Matrix Awakens, ça a été fait par une équipe relativement petite, 50 de personnes. Donc voilà, c'est quand même super excitant pour les joueurs, évidemment, aussi parce que ça augure de jeux quand même incroyables dans pas si longtemps, quoi. Je me rappelle à l'époque à quel point on me disait que Matrix y aurait un avant et un après dans le cinéma. Ça s'est vérifié par plein d'aspects. Ça a été le marqueur de beaucoup d'évolutions cinématographiques. Je pense que cette proposition de moteur elle marquera aussi quelque part un peu un avant et un après dans la restitution des jeux vidéo. Pas que, puisque l'ambition c'est évidemment d'arriver à porter, je pense, toutes ces technos dans la production du cinéma, de l'audiovisuel en général. Et je me rends compte en t'écoutant, Guillaume, à quel point c'est un effort de communication absolument remarquable d'associer effectivement la marque Matrix en plus à la sortie d'un nouvel opus, et puis avec le marqueur où on ne différencie que de moins en moins le virtuel et le réel. C'est un génie, c'est un trait de génie au niveau communication. Manu, est-ce qu'elle t'a marqué cette présentation, toi aussi? Je suis juste assez curieux parce que j'avais pas vu que c'était une démo jouable et qu'elle était disponible sur PS5 et Xbox. Moi, j'avais vu la vidéo. Démo jouable et gratuite, ouais. Et je m'étais dit, ok, c'est du Unreal Engine comme ils en font tout le temps. Moi, j'attends toujours que nos consoles puissent faire ce que Epic nous avait montré avec ses démos d'Unreal Engine en 2013, ou même nos RTX 3080 qui ont du mal encore à traîner en 60 FPS, ce que Unreal nous présentait, ce que Epic nous présentait en 2013. Donc moi je suis toujours un peu sceptique quand je vois ça. Je trouve ça magnifique, c'est super, mais je me dis toujours que bon, ok, c'est ce qu'on aura dans 10 ans. Mais j'avais pas vu. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de l'essayer, de le télécharger, de l'essayer? Alors moi j'ai pas du tout le matériel pour le tester, de l'essayer. Guillaume, je sais pas si t'as. J'aurais bien aimé, malheureusement. Non, moi j'ai pas de Series ni de PS5, mais bon après on peut regarder. Enfin, si ça vous intéresse, il y a
Toujours Digital Foundries qui a fait une longue vidéo où il détaille bien tout, et donc vous pouvez voir ça. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, bon, ça a été testé par plein de monde, et de l'aveu de tous ceux qui l'ont testé, graphiquement, encore une fois, c'est une vraie claque. Ça se vérifie, quoi. Alors, ce qui était marrant, c'est les commentaires du style « Ouais, c'est pas trop fini comme démo, on aimerait pouvoir rentrer dans les bâtiments et voir ce qui se passe. » Ce qui est, pour moi, absolument pas le sujet. Mais bon, c'est rigolo de voir ce type de commentaires. On aimerait pouvoir fumer des joints sur les trottoirs, Oui, pareil, ils disent la conduite des véhicules, elle est pas géniale. Oui, mais enfin, c'est pas le but non plus. Allez, un dernier mot autour de titres aussi à venir, puisque Guillaume, les Game Awards, c'était aussi l'occasion d'avoir une fenêtre vers l'avenir du jeu. Oui, et après il y avait plein de trucs. Après, c'est vrai que ça dépend un peu. Il y avait du Hellblade 2, il y avait du Elden Ring beaucoup. Bon, moi je le crains. Elden Ring, je le crains parce que bon, c'est vrai qu'elle est Soul, j'ai pas forcément beaucoup accroché. Voilà, bon, et du Sonic qui passe en open world. On aura un jeu de stratégie d'une. On aura un jeu Telltale's The Expanse, ça, c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Et puis bon, il y a eu beaucoup de bandes annonces qui sont très jolies mais sans gameplay, donc pour moi sans grand intérêt. Mais la plus spectaculaire, c'est sans doute Star Wars Eclipse, le prochain très gros projet de Quantic Dreams. Voilà, il y a eu aussi eu Alan Wake 2, on aura un jeu Wonder Woman. J'en passe plein. Bon, qu'est-ce qui vous a chauffé, vous? Alors, moi, évidemment, Star Wars Eclipse, ça fait partie de mes petits chouchous, parce que je suis un peu trop un fanboy de Star Wars. Manu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention pour conclure cet épisode? Moi, c'est Alan Wake 2, parce que j'avais adoré le premier, et j'attends le 2 depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai que c'était très bien, effectivement. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est une maquette de jeu qui fait très envie aussi. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais ça fait très envie, effectivement. Eh bien, merci infiniment d'une part à toi, Guillaume, pour avoir une fois de plus préparé l'intégralité de cette émission, et merci beaucoup aussi, Manu, à toi d'avoir accepté l'invitation. Il est temps de rappeler à nos auditeurs où on peut vous retrouver sur Internet. Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver évidemment sur frandroid.com, sur le site, mais aussi sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch, Frandroid Live. Et pour quelque chose d'un petit peu plus personnel, c'est Twitter @nobunagashi. Et c'est épelé dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil et cliquer sur le lien, ce sera plus rapide. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Ah ouais, moi derrière mon clavier en train d'essayer d'aspirer Xhamster, je viens entendu. Oui, un des 5 sites que évidemment. Tu ne veux pas voir passer, évidemment. Je sais pas, il est dans la liste au fait? Je me suis même pas honnêtement, sûr. j'ai retenu que bon, attends. Xhamster en fait partie. Oui. Ah bon, ça va, d'accord. Je continue alors. Pornhub, tu kiffes, Xhamster, X et X vidéo. Comme ça, on les aura cités dans l'épisode. C'était nécessaire par souci d'exister. Bon, bref, vous m'avez compris. Je suis Guillaume Vendée. Ah oui, Guillaume, on te retrouve aussi en intro de à peu près toutes les productions Netflix. Todo. Je suis donc Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et à peu près tous les réseaux sociaux. C'est un long épisode. Excusez-le, c'est un épisode qui est très 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 long. Et partout vous cherchez Guillaume Vendée, où il y a des résultats qui ressemblent à ma tête, ce sera probablement moi ou d'excellents deepfakes. Je compte sur vous au passage pour rester abonné, parce que dans quelques jours il y a un épisode interview qui arrive où j'ai pu échanger avec un étudiant de l'école 42. Ça te fera plaisir, Guillaume, en plus c'est 42 Lyon. Il nous parle un petit peu de son expérience de l'intérieur, son expérience pédagogique. Il y a probablement beaucoup d'enseignements à en tirer dans le monde de l'éducation au sens large. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'envisager d'aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Merci, salut. J'ai presque envie, parce qu'on reparle encore un peu de crypto et on va lâcher le sujet pour reparler vraiment dans pur et dur de jeux vidéo, de faire un petit détour parmi les news qui étaient prévues en vrac, Guillaume, parce qu'il y a un sujet, je voudrais pas qu'on le laisse passer celui-ci, autour non pas de la blockchain et des NFT. J'étais à rien de le virer.
Tu n'y comprends pas. C'est déjà trop long, je vais le sabrer lui parce que. Non, je vais faire cette parenthèse. C'est important de relayer l'actu de manière si complète. tu mais veux, d'accord, avec ok. la crypto du moment, Guillaume, la vraie crypto, celle qui nous garantit une espèce humaine qui ne sera pas influencée par ces saloperies de vaccins, s'il te plaît. Tu es Guillaume. responsable des 5 prochaines minutes gaspillées. Je les assume. Ou au pire, je les couperai et puis elles seront dans le mais c'est supplément. vrai. Non, mais en même temps, t'as raison. Écoute, je veux dire, le Bitcoin s'est cassé la gueule. Hein, je veux dire, il est passé en un mois de 57 000 euros à 42 000. Cela dit, il est toujours plus haut qu'il y a 6 mois. Mais heureusement, avec les cryptos, il y a toujours une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité 25 fois par jour. Et puis bon, faut bien rigoler un peu, c'est vrai. Alors pourquoi ne pas parler du NuBTC, une crypto créée pour attirer l'attention sur un groupe anti-vax, dont le projet est de préserver la pureté du sperme humain contre le vaccin anti-Covid. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue en 2021, une phrase comme celle-ci n'est pas le pitch d'un épisode avorté de South Park, c'est la réalité, et je compatis, oui, croyez-moi. Et parce que le vaccin anti-Covid, c'est bien connu, dénature le sperme, bien sûr, c'est peut-être à cause des nanorobots de Bill Gates qui te contrôlent via la 5G, je sais pas. Mais bon, un groupe d'anti-vax a une théorie. Les vaccinés dont le sperme bâtard ne permettra plus de renouveler la population verront leur nombre s'effondrer et les non-vaccinés au sperme pur, je cite, vont devoir repeupler la planète. Du coup, il y a des mèmes qui dit « Sperm is the new Bitcoin », mais du sperme pur, attention. Et l'idée de faire un Tinder pour les sangs purs est arrivée, et même une crypto basée sur, je sais pas vraiment quoi exactement, mais une crypto basée là-dessus. En tout cas, cette crypto qui s'appelle Unvaxxed Sperm, dite aussi NuBTC, est listée sur CoinMarketCap, et ça peut se trader sur une bourse de confiance qui s'appelle PancakeSwap. Donc, NuBTC sera peut-être la monnaie universelle de cette arche de Noé où les non-vaccinés devront partouzer non-stop pour assurer l'avenir du monde après le déluge du Covid. Donc écoute, au-delà d'une histoire fascinante qui mélange crypto, anti-vax et fantasme sur le sperme, je vous offre un tuyau d'investissement que probablement vous ne retrouverez nulle part ailleurs, et c'est sans doute tant mieux. Je sais, en fait, en t'écoutant, je trouve ça à la fois essentiel et en même temps, je me dis, est-ce que ça a pas sa place, tu sais, après le générique en bonus, je sais qu'il y a des gens qui guettent à la fin de l'émission. C'est turbo débile, donc ça vaut peut-être le coup d'en parler, je sais pas. On verra. T'avais suivi, Manu, cette crypto? De loin, et finalement, en fait, c'est pas plus bête que le Doge. Ça ressemble, hein. T'as pas tort.